Bonjour, dans cette vidéo, je propose une correction du TD numéro 3 associé au cours de physique quantique, année 2019-2020, deuxième semestre, donc cours de licence, des compléments de physique quantique. Alors, ce TD numéro 3, qui reprend en fait un examen ou un partiel, je ne sais plus, d'une année précédente, ce TD numéro 3 porte sur l'interféromètre de Mach Zehnder, ou Mark Zehnder. Voilà. Et donc, c'est un interféromètre avec des rayons lumineux, des photons. Et donc, on va voir un phénomène d'interférence assez amusant lié à cet interféromètre. Donc, le TD se présente, je mettrai l'énoncé sous la vidéo comme d'habitude. Le TD se présente commence par un petit préambule qui donne un petit peu le cadre de la modélisation qu'on va adopter. Donc on va s'intéresser à des ondes électromagnétiques, de la lumière, qu'on va identifier sous forme de photons qui vont constituer notre système. Et je vais lire et on va faire quelques simplifications générales pour nous permettre de développer le calcul qui est proposé. Alors, on s'intéresse à un faisceau lumineux monochromatique de basse intensité, de très basse intensité, considéré comme une suite d'impulsions correspondant à un photon unique, entre guillemets, c'est-à-dire pouvant donner lieu, via une interaction avec un détecteur de lumière localisé dans l'espace, à la détection d'un quantum d'énergie E égale h bar oméga, donc ça c'est l'énergie d'un photon, h bar oméga ou h nu si vous voulez, hein, oméga c'est 2pi nu, d'un quantum d'énergie E, voilà, où h bar est la constante de Planck réduite et oméga la pulsation de l'onde lumineuse considérée. On ne se préoccupera pas ici de la signification précise de cette affirmation et l'on admettra que l'on peut considérer le champ électromagnétique associé à chaque impulsion lumineuse comme un système quantique qu'on nommera simplement photon. Donc effectivement, il y a des guillemets et un petit peu de précaution oratoire ici, parce que la notion de photon, en fait, est assez mal définie en tant que système quantique tel qu'on peut le traiter dans le cadre de ce cours et donc de ce TD. En réalité, comme vous le savez, pour traiter le champ électromagnétique, il faut faire de la théorie quantique des champs, donc qui dépasse le cadre de ce cours. Et donc, la notion de photon, proprement dite, prend un sens beaucoup plus clair et précis dans le cadre de la théorie quantique des champs. Donc ici, on va considérer qu'effectivement, un photon est une particule, un système quantique que l'on peut, du coup, à travers cette source de lumière de très faible intensité, envoyer un par un, en quelque sorte. Donc encore une fois, c'est un peu une idéalisation, parce que le photon, en tant qu'onde plane monochromatique qui pourrait couvrir tout l'espace, ça n'a pas grand sens. Donc il y a forcément, en fait, il faut raisonner en termes de, comme je disais, en termes de champ quantique, avec des niveaux d'excitation. Si vous voulez rapprocher à des choses qu'on a fait dans le cours de cette année, pensez à un oscillateur harmonique qui peut se trouver dans l'état d'excité numéro 1, enfin dans l'état fondamental d'énergie 1,5 de h bar oméga, et puis après vous pouvez l'exciter une fois, deux fois, trois fois, et donc chaque niveau d'excitation correspond à un quantum, si vous voulez, d'excitation de ce champ, et le photon est donc un quantum d'excitation du champ électromagnétique. Mais du coup, vous voyez qu'il faut faire vraiment de la théorie des champs pour que ça ait réellement un sens. Donc on va parler de photons comme si c'était des particules, un système quantique standard. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, tout ce qu'on va faire là peut parfaitement se traiter comme ça. Et sachez qu'on sait faire de façon tout à fait quotidienne des sources de photons uniques, comme on dit, c'est-à-dire vraiment avec une intensité suffisamment faible pour qu'effectivement, en faisant interagir ces ondes lumineuses avec un détecteur de lumière, on va vraiment détecter des événements de détection de champs électromagnétiques, du coup, photon par photon, effectivement. Alors, donc un tel photon peut en principe se trouver dans différents états de polarisation, donc ça c'est standard, hein, même en électrodynamique classique, la lumière est associée à différents états de polarisation rectiligne suivant différentes directions. C'est une onde transverse, hein, vous vous souvenez, donc si la lumière se propage dans une certaine direction, toutes les directions de polarisation du champ électrique, par exemple, donc dans un plan orthogonal,
sont des polarisations différentes. Et puis, on peut aussi, évidemment, combiner différentes directions pour obtenir soit une autre direction, soit, si on met un déphasage, obtenir des polarisations circulaires, droite ou gauche, suivant que le champ électrique tourne dans un sens ou dans l'autre par rapport à sa direction de déplacement. Donc voilà, il y a des états de polarisation. Et puis, il y a des états de position, c'est-à-dire que le photon il peut être ici, là, là ou là. Et donc, il y a un espace des états qui est très, très vaste pour ce photon, hein, même pour un photon unique, c'est-à-dire monochromatique, comme on dit, non électromagnétique, c'est-à-dire qu'il y a une pulsation bien déterminée. Ce photon peut se trouver en différents endroits. Encore une fois, c'est dans l'approximation où on considère que c'est un système physique, un système quantique unique comme ceux que l'on traite dans le cadre de ce cours. Donc sans passer par la théorie quantique des champs. Donc il y a des états de position, voilà, et puis il y a des états de polarisation. Bien. Et donc l'espace des états, comme toujours, c'est un produit tensoriel entre ces états de polarisation et, enfin, c'est-à-dire son espace des états de polarisation, qui est un espace de Hilbert en soi, de dimension 2 en l'occurrence, là pour le coup c'est très facile, et puis son espace des états de position, qui si c'était une particule standard, serait simplement L de 2R, c'est-à-dire, enfin, au cube, c'est-à-dire donc des fonctions d'onde dans l'espace. Là, encore une fois, en théorie quantique des champs, c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas du tout se poser ce genre de problème. Alors, donc, il peut y avoir différents états de polarisation, différents états de position, mais nous ne nous intéressons ici uniquement qu'à une caractéristique simple de ce photon, à l'exclusion de toutes les autres. Cette caractéristique correspond à sa détectabilité au-dessus ou au-dessous d'une ligne horizontale à l'altitude z égale 0. C'est-à-dire que le photon a des états de polarisation et des états de position. Il peut se trouver ici, là, là, là ou là. Ou bien sûr, puisque c'est un système quantique, il peut être distribué dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas nécessairement dans un état propre de position, mais il a une fonction d'onde qui est ce qu'elle est. Mais si je le mesure, c'est-à-dire si je le détecte avec un détecteur de lumière, eh bien je peux le détecter ici, là, là, ou là, ou là, ou là. Et donc, je m'intéresse simplement à deux sous-ensembles d'états qui sont des états où à coup sûr je le détecte au-dessus et des états où à coup sûr je le détecte en dessous. Et puis bien sûr, toutes les combinaisons linéaires de ces deux états possibles. Donc c'est exactement comme, par exemple, si vous jouez à pile ou face, on dit qu'il y a deux états, c'est soit pile ou soit face pour la pièce. En réalité, il y a plein d'états possibles pour la pièce. Elle peut être pile, si je la lance et qu'elle retombe sur cette feuille, elle peut être pile ici, pile là, pile là, pile là. Elle peut être ou bien face évidemment, elle peut être pile, mais la pièce tournée comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc il y a mille façons d'être, enfin une infinité de façons d'être pile, une infinité de façons d'être face, mais on réduit l'ensemble des états possibles à juste être pile, c'est-à-dire toutes les façons d'être pile, c'est pile, et toutes les façons d'être face, c'est face. Donc vous voyez, dans un immense espace des états possibles, on s'intéresse juste à deux catégories, pile ou face. Alors c'est exactement ce qu'on fait là. On va s'intéresser à être au-dessus, c'est-à-dire être détecté au-dessus de la ligne z égale 0, ou bien être détecté ou détectable en dessous de la ligne 0, plus bien sûr toutes les combinaisons linéaires de ces choses-là, puisqu'on a un système quantique malgré tout. Voilà, alors donc ça, c'est ce qu'essaye d'expliquer le petit préambule. Alors, il nous est loisible de considérer cette caractéristique, donc d'être au-dessus ou en dessous d'une ligne z égale 0, comme une grandeur physique associée au système, c'est-à-dire qu'on peut effectivement fabriquer une grandeur physique, c'est-à-dire un opérateur dans l'espace des états, qui, alors qu'on choisit de nommer altitude, alors, je vais changer de... Est-ce que ça marche mieux? Pas sûr, ok, altitude, donc la grandeur physique altitude, dont on va dire qu'elle vaut plus 1 si le photon est détecté au-dessus de cette ligne, donc dans le plan supérieur, dans la région de l'espace au-dessus de z égale 0, et moins 1 si le photon est détecté en dessous. Donc, vous voyez,
c'est peut-être une particularité de la physique quantique, c'est qu'en fait, grandeur physique, enfin, ça nous fait réfléchir sur ce que ça veut dire grandeur physique. On a l'habitude de penser température, vitesse, champ magnétique, etc. En fait, on peut très bien identifier une grandeur, c'est-à-dire quelque chose qui caractérise le système et qui dit simplement si on est au-dessus de z égale 0 ou en dessous de z égale 0. Voilà. Donc, donc on subdivise l'espace de tous les possibles en ces deux catégories-là. Alors évidemment, il va y avoir des états propres de l'opérateur associé, l'opérateur altitude, qui vont être des états pour lesquels, à coup sûr, le photon est mesuré au-dessus de la ligne, et donc ils vont être associés à la valeur propre plus 1, donc comme pour n'importe quelle grandeur physique, et puis des états particuliers pour lesquels, à coup sûr, le photon va être détecté en dessous de la ligne, et ça va être des états associés à la valeur propre moins 1. Alors, vous voyez en fait comment on fait. En fait, on construit cette grandeur physique à partir d'un opérateur qui, effectivement, sur tous les états, ça va nous donner A appliqué à psi égale donc plus psi si psi correspond. Je l'écris en toutes lettres pour bien voir comment ça se passe. Ce n'est pas qu'il existe une grandeur physique et d'un seul coup on la découvre. Non, on fabrique un opérateur dans l'espace des états. Un opérateur donc l'espace des états il est très très vaste, il y a tous les états possibles. Eh bien, je considère tous les états pour lesquels, si je détecte, il n'y a aucune chance que je détecte en dessous de la ligne z égale 0. Donc si psi, parmi l'ensemble des états, est un de ces états qui ne peuvent être détectés qu'au-dessus de la ligne, parce que le photon est au-dessus de la ligne, si on veut le dire avec des mots classiques, donc pour tous ces états, je construis un opérateur A, donc, tel que A pour ces états donne psi, donne lui-même. Donc si psi correspond à un état où le photon est à détecter à coup sûr au-dessus de la ligne. Est à détecter à coup sûr en Z positif. Voilà. Et tous les états correspondant à un photon à détecter à coup sûr en dessous de la ligne, eh bien, cet opérateur agit sur eux en donnant moins E. Donc vous voyez, je construis un opérateur. Je peux faire ça, puisque tous les états en fait possibles pour le photon, je peux les décomposer sur une base de l'espace des états. Mais dans cette base de l'espace des états, je peux choisir une base pour laquelle il y a des états qui correspondent que à des photons indétectables en dessous, aucune chance, et des photons indétectables au-dessus, aucune chance aussi. Et du coup, je forme une base particulière de l'espace des états, et je peux donc représenter n'importe quel opérateur agissant dans l'espace des états en disant comment il agit sur chacun de ces vecteurs de base. Eh bien, je dis, voilà, sur tous les vecteurs de base qui correspondent à ça, ils agissent en donnant... l'opérateur, je le définis comme donnant ça, et ça sur les autres vecteurs. Par conséquent, je sais comment agit A, y compris sur des états qui ne sont ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là, tout simplement par combinaison linéaire. Si j'ai un état que je vais appeler plus, là, très rapidement, on va changer après, et puis moins pour en dessous, donc je peux fabriquer ensuite un état qui va être alpha ça plus bêta ça, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je mesure la position du photon dans cet état-là, eh bien, je vais avoir une probabilité module de alpha carré, alors si c'est pas normé, on va dire que c'est normé, on va dire que c'est pas normé, cas général, voilà, je vais avoir cette probabilité-là de le mesurer au-dessus, et puis la probabilité complémentaire avec le module bêta carré de le mesurer en dessous. Donc vous voyez, je peux... ceci est un opérateur qui existe, alors dont vous noterez qu'il est parfaitement auto-adjoint, parce qu'en fait, si je l'écris dans une base en question, eh bien ça va me donner... Ça, c'est un opérateur diagonal dans une base qui sélectionnerait que des éléments soit là-dedans,
soit là-dedans. Voilà, il va y avoir autant de 1 qu'il faut, alors une infinité, mais qu'à cela ne tienne, dénombrable. Et puis autant de moins 1, c'est un opérateur réel, enfin avec des valeurs propres réelles, auto-adjoints. Donc c'est une grandeur physique. Hein. Vous voyez, donc on peut fabriquer ce qu'on veut en fait. Hein. Ça a l'air d'être une grandeur qualitative, c'est un peu le cas, c'est soit au-dessus, soit en dessous. Mais c'est un opérateur qui agit dans l'espace des états, qui est auto-adjoint, hein, évidemment, A égale à croix. Et donc voilà, ça peut être une très bonne grandeur physique que je peux mesurer. Et effectivement, c'est facile de la mesurer. Je mets un détecteur partout et je vois bien où est-ce que le photon tape. S'il tape au-dessus, bah, hop, j'ai projeté l'état du système dans le sous-espace de tous les états qui sont détectables à coup sûr au-dessus. Si je détecte en dessous, hop, j'ai projeté mon état, qui peut être une combinaison linéaire des deux, enfin, voilà, sur le sous-espace des états qui n'ont que des composantes en dessous. Donc, vous voyez comment, c'est pour ça que j'ai parlé de la pièce qui peut être pile de différentes façons et phase de différentes façons. Là, c'est pareil, on a un photon, enfin, on a un système qu'on appelle photon et qui peut se trouver dans des tas d'états de position et de polarisation, mais tout ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous, ou une combinaison de tout ça. Donc, on fait des sous-ensembles de l'espace des états et on construit un opérateur, donc une grandeur physique, qui va traduire cette division. Donc en fait, on fait de notre photon un qubit, exactement comme la pièce de monnaie qui a des milliards et des milliards, enfin une infinité, même continue d'états. On en fait un bit classique dès lors qu'on ne s'intéresse que au fait qu'elle soit pile ou qu'elle soit face. Donc là c'est pareil, je fais de mon photon en fait un qubit dont l'espace des états a 2 dimensions, avec par exemple comme base de cet espace des états un état au-dessus de la ligne et un état en dessous, et puis toutes les combinaisons linéaires. Sachant donc encore une fois que chacun des états est lui-même est dégénéré, si vous voulez, mais je ne considère que du point de vue de cette grandeur physique. Voilà. Du coup, c'est un qubit particulier, un peu particulier, mais qu'à cela ne tienne. Alors, donc c'est ça qui explique la fin de... J'ai fait un peu plus long pour que ce soit bien clair, mais voilà, voilà ce qui explique l'énoncé. Bien. Donc de même, on dira que le photon se trouve dans les... Alors voilà, on appelle l'état haut quand correspondant à A égale plus 1, et on appelle l'état bas correspondant à A égale moins 1. Voilà, son espace des états est ainsi ramené à un espace à 2 dimensions, noté H, l'espace de Hilbert, donc c'est un espace d'un qubit, en fait. Alors, premièrement, comment nomme-t-on de manière générale un système dont l'espace des états est de dimension 2 ? Bon, point gratuit, un qubit, voilà. On note plus, alors donc maintenant, ça va être le deuxièmement, on note plus un vecteur d'état du système dans l'état haut, donc voilà, donc ça c'est un état propre correspondant à l'état haut, et moins un vecteur d'état représentant l'état bas, ces 2 quêtes formant une base orthonormée de H. Alors, orthonormée bien sûr, parce que si à coup sûr vous le mesurez en haut, vous ne pouvez pas, et si cet état à coup sûr vous le mesurez en haut, et cet état à coup sûr vous le mesurez en bas, vous ne pouvez pas confondre l'un avec l'autre. Vous pouvez effectivement les distinguer. Donc c'est comme pour n'importe quelle grandeur physique associée à 2 valeurs propres différentes, les vecteurs sont orthogonaux. Et ça, c'est une propriété mathématique qui traduit bien ce qu'on veut en physique. C'est-à-dire que 2 états propres, enfin 2 vecteurs propres d'un même opérateur associés à 2 valeurs propres différentes sont toujours orthogonaux, si l'opérateur est hermitien. C'est le cas pour une grandeur physique. Bien. Alors, donc on note, ok, donc voilà une base, donc on a une base qui est la base plus-moins. On peut la prendre dans l'autre sens, je ne sais pas, c'est pas dit vraiment. Bon, allez, on va dire plus-moins dans ce ordre. Ah si, c'est dit, voilà, plus-moins. Donc deuxièmement, de manière générale, le vecteur d'état d'un photon peut s'écrire sous la forme, donc c'est exactement ça, psi égale alpha plus bêta moins. Donc même si vous n'aviez pas tout à fait saisi le contexte et un petit peu l'astuce, comment on construit cet opérateur, tout est explicité à partir de là. Donc voilà, un état général exprimé comme ça, avec bien sûr alpha et bêta, des nombres complexes quelconques.
Alors, donner la représentation d'un tel état sous la forme d'un vecteur colonne dans la base plus moins. Bon, bah, alors évidemment, sous la forme d'un vecteur colonne, le voilà. OK. Expliciter la condition de normalisation de ce vecteur d'état. Donc voilà, la norme de ce vecteur, avec la norme hermitienne standard, ces deux vecteurs étant orthogonaux et la base étant en fait orthonormée, enfin le produit scalaire de plus avec plus, ça fait 1, le produit scalaire de moins avec moins, ça fait moins, ça fait 1 aussi, et donc effectivement, la norme de psi, enfin, ça c'est la norme au carré de psi, eh bien c'est égal à module de alpha carré plus module de bêta carré. Et donc, on veut que ça soit égal à 1, si l'état est normé. Enfin, son carré est égal à 1, donc la norme est égale à 1. Voilà, donc la condition sur alpha et bêta. Comme il est d'usage pour les grandeurs physiques, on associe à l'altitude A, donc cette grandeur physique qu'on vient de fabriquer, pourquoi pas, un opérateur linéaire à chapeau, qui agit dans l'espace de Hilbert H, défini de telle manière qu'un état correspondant à une valeur bien définie de A soit vecteur propre de cet opérateur de valeur propre égale à la valeur propre de A en question. Très bien. Donc c'est exactement ce que j'ai explicité un peu avant. Alors, troisièmement, donner l'action de A sur les vecteurs de base plus et moins. Bon ben voilà, donc A appliqué à plus, par définition, ça va faire la valeur propre associée, c'est-à-dire plus 1 fois lui-même, et pour le vecteur de base moins, ça donne la valeur propre associée à l'altitude. Ben, la valeur propre, elle est moins 1. C'est comme ça qu'on a construit notre grandeur. Et donc, voilà ce que ça donne, fois le vecteur moins. Très bien. En déduire la représentation matricielle de l'opérateur A dans la base plus moins. Eh bien, comme toujours, on écrit A de plus dans la base plus moins. Alors A de plus, c'est plus, donc voilà, dans la base plus moins. Et puis A de moins dans la base plus moins, ça fait moins moins. Donc voilà l'opérateur. Alors évidemment, on reconnaît là la troisième matrice de Pauli. C'est sûr qu'au sein de l'espace de Hilbert de dimension 2, on ne peut pas faire 10 milliards de... Enfin, si on peut en faire beaucoup, mais il n'y a pas énormément de formes possibles pour un opérateur hermitien. Hein. On a vu qu'on pouvait écrire tous les opérateurs hermitiens, en fait, possibles dans un espace de dimension 2, comme une combinaison linéaire des matrices de Pauli et de l'identité. Eh bien là, en l'occurrence, c'est la matrice de Pauli numéro 3, mais de toute façon, voilà, encore une fois, ça peut être que les combinaisons linéaires des trois matrices de Pauli et de l'identité. Il n'y a pas d'autre façon, c'est un petit espace, hein, c'est aussi l'intérêt. Donc c'est assez naturel, on retombe toujours un peu sur toujours les mêmes grandeurs physiques, on ne peut pas faire 10 milliards de choses, enfin on peut les combiner, mais c'est tout, voilà. Alors, très bien, donc c'est fait. On considère un photon dans l'état alpha plus bêta moins, donc voilà. Quelle est la probabilité de détecter ce photon dans le demi-espace du haut? Alors, c'est pareil, c'est ce que j'ai en fait explicité dans le préambule. Donc, vous voyez, bon, les étudiants ont été guidés là, tout au long de cette partie d'introduction pour être sûr que le problème soit bien situé. Donc, la probabilité de détecter dans l'état du haut, c'est-à-dire de trouver plus 1 quand on mesure la grandeur physique A, eh bien, c'est effectivement le produit scalaire c'est le module au carré du produit scalaire de plus avec psi, c'est-à-dire, c'est ça au carré, c'est-à-dire évidemment module de alpha carré. Et puis la probabilité de le trouver, donc ça c'est la probabilité de le trouver dans le demi-espace du haut, et la probabilité de le trouver dans le demi-espace du bas, eh bien, de la même façon, c'est module de bêta carré. La somme des deux fait bien 1 puisqu'on a normé notre état. Sinon, il faut diviser par racine de module de alpha carré plus bêta carré. Bien, alors, sixièmement, vérifier que la valeur moyenne des résultats possibles, pondérés par leur probabilité, est donnée par l'expression, alors donc ça c'était un peu de cours, est donnée par l'expression comme ceci. Donc la valeur moyenne des résultats possibles pondérés par leur probabilité, c'est, alors on peut avoir plus 1 avec cette probabilité-là, donc fois plus 1, si on veut être explicite, plus
la probabilité d'avoir moins 1 fois la valeur qu'on obtient, moins 1, voilà, donc ça fait module d'alpha 2 moins bêta 2. Bon, c'est un petit peu trop formel peut-être pour une chose évidente, mais donc vérifions que c'est bien égal à ça. Oui, en effet, si on écrit donc le bras psi associé à ce quête-là, c'est... Alors attention, quand on passe au bras, les quêtes deviennent des bras, mais les coefficients deviennent leur complexe conjugué. Donc ça fait ça, pardon, plus bêta étoile moins, voilà. Ça, c'est le bras psi. Et ensuite, A appliqué à ce quête-là, alors je vais le faire en direct parce que je n'ai pas trop de lignes, donc A appliqué à ça, A appliqué à plus, ça fait plus, donc il sort ici alpha plus, lui-même, et puis A appliqué à moins, ça fait moins, moins, et donc il sort là, moins, bêta, moins. Et donc on a ce simple produit scalaire à écrire, et donc plus, plus, ça fait 1, et donc j'ai alpha étoile et alpha fois 1, je vais l'écrire en toutes lettres, plus alpha étoile fois moins, donc, enfin plus moins ça fait 0 de toute façon, moins plus ça fait 0, le produit scalaire de moins et de plus, et puis donc plus bêta étoile, bêta, enfin moins bêta étoile bêta fois le produit scalaire moins moins. Voilà. Et donc ça évidemment ça fait 1, base orthonormée, et on retrouve bien ce qu'il y avait ici. Donc oui, effectivement, la moyenne de A est bien donnée par cette expression. Très bien, bon, c'est toujours le cas, hein, c'est une façon de le retrouver là. Encore une fois, c'était un exercice pour un partiel ou pour un examen, et donc l'idée, c'est toujours pareil, de donner des points aux gens qui ont un peu compris les bases, et puis après, on essaye d'aller un petit peu plus loin quand même. Alors, on s'intéresse à l'action d'une lame semi-réfléchissante sur un photon. Donc là, on va commencer à faire un petit peu quelque chose. Là, on parlait d'un photon quelconque. Là maintenant, donc, alors, il y a une figure 1. Donc, on a une lame semi-réfléchissante. Alors, la partie réfléchissante est représentée ici en bas. Hein, donc, c'est une lame de verre et on a mis une couche de métal quelque part pour être réfléchissante. Mais alors, en fait, c'est seulement semi-réfléchissante. Hein, c'est pour ça qu'on représente avec des pointillés ici. Bon, enfin, pourquoi pas. Donc, on a un rayon incident qui vient se réfléchir. Alors, semi-réfléchissante, c'est-à-dire que un coup sur deux, semi veut dire qu'une fois sur deux, en fait, hein, ça pourrait être réfléchissant à 90% ou ce qu'on veut. Bon, là, elle est semi-réfléchissante, ça veut dire qu'un coup sur deux, le photon est réfléchi par la phase réfléchissante. Un coup sur deux, il est transmis. Donc là, on a incident, on a ici réfléchi et on a ici transmis. Alors ça, classiquement, alors ça, tout de suite, on voit quelque chose d'intéressant en physique quantique, c'est que classiquement, on envoie une onde lumineuse et on voit qu'il y a la moitié de l'intensité qui est réfléchie, la moitié de l'intensité qui est transmise. Ok, tout va bien. En physique quantique, là où c'est difficile, enfin là où c'est particulier et c'est intéressant, c'est que si on envoie un photon, ben, il ne peut pas se couper en deux. Et donc, c'est pas la moitié. Si on envoie 100 000, la moitié est réfléchie, la moitié est transmise, enfin, aux fluctuations près, statistiques près. Si on envoie un, soit il est transmis, soit il est réfléchi. Et donc, on voit bien qu'il y a de l'aléatoire qui doit se manifester, un aléatoire qui fait que, néanmoins, en moyenne, eh bien, une fois sur deux, ça aurait été transmis, et une fois sur deux, ça aurait été réfléchi. Mais aléatoirement, justement. Hein. Donc ça, c'est vraiment cette particularité de la physique quantique, et ça, c'est tout à fait observé, hein, bien sûr. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Aussi inhabituel cela puisse paraître. Alors, j'en étais où? Je suis perdu. Classiquement, une telle lame divise un faisceau incident d'intensité I0 en un faisceau transmis à un faisceau réfléchi d'intensité égale. La réflexion sur la partie réfléchissante se produit sans déphasage lorsque la réflexion a lieu du côté de la lame, figure de gauche. Ah oui, d'accord, oui, alors ça c'est une propriété optique que vous connaissez par ailleurs. Donc la même lame, hein, ici, elle peut être attaquée par au-dessus, par le faisceau, elle peut être attaquée par en dessous. Hein, si le faisceau incident, si ça vient d'en dessous, alors vous avez toujours une partie du faisceau transmis,
et puis une partie réfléchie. Le faisceau réfléchi. Ok. Alors donc ce qu'on nous dit, c'est que la réflexion se produit sans déphasage lorsque la réflexion a lieu du côté de la lame, et avec déphasage de pi quand elle a lieu, donc de ce côté-là, là, et avec déphasage de pi lorsque la réflexion a lieu du côté de l'air, donc ici. Voilà. Alors ça, c'est classique, hein, quand vous passez d'un milieu plus réfringent à moins réfringent, vous avez un déphasage, hein, quand vous faites une réflexion de ce type-là. Donc je vous laisse là, pour le coup, revoir les cours de physique, d'électromagnétisme ou d'optique ondulatoire, si vous voulez, classique. Hein, ceci est vrai complètement classiquement. Donc il ne faut juste pas oublier qu'effectivement, quand vous avez une réflexion de ce type-là, parce que là, il y a une lame d'indice n, d'accord, et puis partout ailleurs, c'est l'indice, on est dans l'air ou dans le vide, à peu de choses près, c'est pareil, donc l'indice 1, indice de réfraction 1. Hein, donc, suivant qu'on passe de n, suivant où a lieu la réflexion, on ajoute ou pas pi. Donc là, il y a, je vais le noter en rouge, ça c'est quand même important, ici, on a plus pi sur la face de l'onde, et là, pas. Bien, très bien, en tout cas, ça nous est rappelé, donc c'est bien. Par ailleurs, la traversée de l'épaisseur de verre, sous l'angle considéré, induit un déphasage de phi0. Alors ça aussi, évidemment, vous vous souvenez qu'en optique ondulatoire, lorsque vous traversez une lame de verre, ou de n'importe quel milieu, d'électrique de n'importe quel milieu d'indice n, eh bien, la vitesse de l'onde dans le verre est plus petite que la vitesse de l'onde dans le vide ou dans l'air, hein, puisque la vitesse de propagation, c'est c sur n. C'est le sens de cet indice de réfraction. Hein. Par conséquent, un front d'onde, une onde qui arrive comme ça, une onde plane qui arrive avec une longueur d'onde qui est ce qu'elle est, à la traversée de la surface, en fait, ce qu'on voit, c'est que là, l'onde se propage plus lentement. Hein. Donc, l'onde va être en retard. D'accord, hein, le front d'onde, c'est schématique, mais si l'onde, évidemment, avance moins vite dans le verre, elle va être en retard et ça va introduire un déphasage entre une partie qui n'aurait pas traversé le verre et une partie qui a traversé le verre. La partie qui a traversé le verre est en retard, donc il y a un déphasage qui s'introduit du fait qu'on se propage dans le verre. Alors là, ce qu'on nous dit... Alors évidemment, du coup, ça dépend de l'angle d'incidence. C'est-à-dire, si j'arrive sous angle rasant, avant de me réfléchir, je vais traverser beaucoup de verre avant et puis beaucoup de verre après. Si j'arrive sous incidence normale, j'aurai juste un déphasage minimal. Bon, alors là, ce qu'on nous dit, c'est que pour l'angle considéré, on a un déphasage de phi0 à la traversée, c'est ça qu'on nous dit, oui, induit un déphasage de phi0, la traversée de l'épaisseur du verre induit un déphasage de phi0. Donc ça, là, ça retarde en fait la phase, donc ça rajoute, hein, puisque du coup on est en retard, je sais pas, avec un signe, ça dépend dans quel sens on le voit. Donc on a un déphasage de phi0 ici, et évidemment à la ressortie aussi on a un déphasage de phi0. En revanche, là d'ailleurs, la partie qui se réfléchit, là elle n'a pas du tout rentré dans le verre, donc il n'y a pas de déphasage. Par contre, la partie qui est transmise, elle va être en retard de phi0. D'accord ? Et là, la partie transmise va être aussi en retard de phi0. Donc, vous voyez, on est dans deux situations différentes. Hein. Là, la partie réfléchie n'a pas pris le déphasage de pi à la réflexion ici, mais c'est pris 2 fois phi0. Là, l'angle transmis réfléchi, c'est pris pi, mais pas de phi0. Et là, pour le transmis, c'est pareil dans les deux cas. On traverse une fois, ça transmet, donc voilà. Donc, je pense qu'il va falloir écrire ce que ça donne sur l'évolution de l'état du photon. Alors, dans le cas de... OK. Alors, dans le cas du système photon unique, on admet qu'un déphasage de pi se traduit par une modification du vecteur d'état de la façon suivante. Bon, ça correspond à notre intuition. Donc, si on est dans l'état psi avant de traverser la lame, eh bien, l'état
après la traversée, c'est E puissance Iθ psi. Ça, c'est pour un déphasage de phi, de θ. Donc là, nous, ça va être, le θ, ça va être de temps en temps phi 0, de temps en temps 2 phi 0. Hein. D'accord? Voilà qui est bien. Ok, donc on nous dit tout. Hein. Il y a beaucoup de background, si vous voulez, sur de la physique qui n'est pas directement lié à la physique quantique. C'est de l'optique ondulatoire standard. Mais bon, évidemment, c'est donné enfin, on est vraiment guidé pas à pas dans ce problème. Donc voilà, effectivement, il faut admettre ça, mais c'est assez naturel. Ce déphasage se traduit exactement par juste un changement de phase, c'est le même mot, pour le... Alors, pardon, je devrais mettre phi prime, pour le ket. Alors, vous voyez que quand on multiplie par une phase un vecteur d'état, vous savez qu'en fait, ça donne le même état. Cette phase, pour une phase globale, ne change pas grand-chose. Et effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire qu'un déphasage, si vous avez une onde plane, un photon idéalisé qui est comme ça, s'il se déphase, enfin, si vous retardez la phase, mais en fait, c'est encore lui-même. Il a les mêmes propriétés, la même énergie, la même longueur d'onde, la même direction, la même tout. Que si vous devez le mesurer là, ben vous le mesurerez là quand même. Ça ne change rien. Donc effectivement, ça ne change pas son état physique. Et donc ce changement de phase, par contre, va permettre donc une phase globale ne change rien, mais changer d'une phase relative entre un photon qui a suivi un déphasage et un autre qui n'a pas suivi, si ensuite vous les faites interférer, c'est-à-dire que vous allez additionner leur champ électrique de façon classique, eh bien, s'ils sont en déphasage et s'ils sont en opposition de phase, par exemple, vous pouvez très bien n'avoir plus rien, c'est-à-dire un état sans lumière à cet endroit-là. Hein. Bon, donc ça correspond, enfin, on comprend bien le sens physique du déphasage, enfin, comment relier un déphasage au sens classique de l'onde, comme on l'a en optique ondulatoire, et un changement de phase du ket physique qui représente en physique quantique l'état de ce photon. Bon, je fais beaucoup de discours qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'énoncé, mais bon, c'est pour que vous ne perdiez pas le sens physique de tout ce qu'on fait là, parce que c'est aussi intéressant quand même de comprendre ce qu'on fait, pas juste de manipuler des matrices de 2, c'est pas un grand intérêt. Alors, très bien. Donc, septièmement, en étudiant le cas particulier d'un photon initialement dans l'état plus. Alors, figure 1 à gauche. Donc, en fait, c'est ça, la figure 1 à gauche. Donc, voilà, c'est ça. On démarre d'un état, d'un photon dans l'état plus. Donc, clairement, effectivement, il vient d'en haut, là. Il est dans le demi-plan du dessus. Puis, donc, en étudiant le cas particulier d'un photon dans l'état plus, puis le cas d'un photon initialement dans l'état moins, donc clairement ici, qui vient par en bas, là, il est en bas. Figure 1 à droite, c'est ça. Justifier proprement le fait que l'opérateur L, traduisant l'action de la lame semi-réfléchissante sur l'état d'un photon quelconque, soit représenté dans la base plus-moins par la matrice que voilà. Alors, donc, l'opérateur L, c'est-à-dire l'opérateur lame, donc la lame va induire une modification de l'état physique du photon. Donc, si je pars d'un état psi, je me retrouve avec un autre état, psi prime, enfin bon, L de psi, qui vaut quoi? Donc c'est ça la question. Alors, donc si on le représente dans la base plus-moins, eh bien c'est simple, on peut tout exprimer dans la base plus-moins, et du coup, si on a l'expression de psi dans la base plus 1, donc par exemple, psi on avait vu l'état alpha, bêta, de façon générale, et donc si je sais représenter dans la même base l'opérateur L, l'opérateur action de la lame semi-réfléchissante, eh bien, je vais pouvoir obtenir l'image, c'est-à-dire l'effet produit par la lame sur un photon dans un état quelconque, en faisant le produit de la matrice, en appliquant la matrice au vecteur. Et j'obtiendrai un nouveau vecteur qui est le nouvel état du photon. Hein. Donc, c'est très pratique. Or, pour connaître l'action de L, il suffit que je connaisse l'action sur les vecteurs de base, puisque c'est linéaire. Donc, l'action sur plus, c'est quoi? L'action sur plus, eh bien, l'action sur plus, c'est que ça va produire un état avec une partie
suivant plus, au-dessus de la ligne, un certain coefficient plus et un certain coefficient moins. De toute façon, il est clair que n'importe quel état se développe sur cette base-là. Alors, quelle va être la fraction, si je peux dire, enfin, quel va être le coefficient, la composante, c'est le terme mathématique, quelle va être la composante de l'état du photon après passage sur la lame semi-réfléchissante sur le côté plus? Eh bien, on le voit, côté plus, on va avoir ici une réflexion qui ne change rien à l'état, mais l'état aura subit un double déphasage, phi0 plus phi0. Donc, côté plus, on va se retrouver... Alors, et par contre, il n'y aura que la moitié qui est concernée. Donc, on va avoir E puissance 2i phi0, enfin i fois 2 phi0, divisé par racine de 2, hein, parce qu'attention, la probabilité, c'est le carré de ce module-là. Hein. Donc, on va bien trouver qu'il y a une chance sur 2 de se retrouver côté plus. Et transmis, eh bien, on va avoir E puissance i phi 0, ça c'est le déphasage subi à la traversée, divisé aussi par racine de 2, parce qu'évidemment, la probabilité de se retrouver là, si jamais on fait la mesure tout de suite, ici on met un détecteur, la probabilité de le détecter ici, ça va être module de ça au carré, et donc c'est bien 1,5. Donc voilà, effectivement, l'action de L sur plus. Et puis, de la même façon, l'action de L sur un photon qui serait dans l'état moins, c'est-à-dire celui-là, eh bien, il va se retrouver comme une combinaison linéaire de plus et de moins. Et alors, côté plus, eh bien, il aura subi un déphasage de phi 0, E puissance i phi 0, et avec quelle probabilité? 1,5, puisque c'est une lame semi-réfléchissante par hypothèse. Donc, à nouveau ça. Et puis, ici, alors attention, il va subir un déphasage de pi, donc plus ipi ou moins ipi, c'est pareil, divisé par racine de 2. Et évidemment, E puissance ipi ou E puissance moins ipi, c'est juste moins 1. Donc je pourrais en fait directement écrire moins 1 sur racine de 2. Donc ce signe moins, c'est le déphasage qu'on a au niveau de la réflexion. Et puis le reste, c'est le déphasage dû à la traversée. Du coup, quelle est l'expression de l'opérateur L dans la base plus-moins? Eh bien, c'est simple. J'écris l'image de plus, donc ça fait E puissance 2i phi 0 sur racine de 2 pour le plus et E puissance i phi 0 sur racine de 2 pour le moins, sur le moins. Et l'image du moins, ça va être E puissance i phi 0 sur racine de 2 et puis moins 1 sur racine de 2. Donc finalement, je vais mettre racine de 2 en facteur. Ça fait donc eh bien, 1 sur racine de 2, facteur de E puissance 2i phi 0, E puissance i phi 0, puissance E i phi 0 et moins 1. Voilà. Alors, fort heureusement, donc c'était donné malgré tout pour ceux qui n'auraient pas su faire ça, mais on retrouve ça et on comprend bien pourquoi. Alors, enfin, la question c'était expliquer pourquoi c'est comme ça. Donc, en voyant ça, le petit raisonnement que je viens de faire, évidemment, est un peu plus facile à formuler puisque c'est écrit ce qu'on doit trouver, mais vous voyez que ce qui justifie cette expression-là, c'est exactement le petit raisonnement que je viens de faire. On regarde ce qui arrive à chaque photon. À l'état, à chaque état, si on parle de plus ou de moins, et puis on écrit, quoi, voilà. Ok, bon, c'est très bien. Alors, écrire la matrice représentant l'opérateur adjoint dans la même base et calculer le produit L croix L. Alors, je vais peut-être laisser les schémas au cas où on en ait besoin. Donc, on a notre matrice représentant l'opérateur L dans la base plus-moins, qui est notre base standard. Ça, c'est L. Alors, on nous demande d'écrire l'opérateur adjoint. Très bien. L'opérateur adjoint, c'est la transposée conjuguée, écrit dans la même base. Donc, on a toujours 1 sur racine de 2, ça, c'est pas un souci. Et puis, donc là, on passe à l'adjoint. Alors, transposée conjuguée, donc sur la diagonale, on passe juste au conjugué. Donc, moins 2i phi 0. Et ici, donc moins 1, évidemment, c'est un nombre réel, ça ne change pas. Ah non, pardon. Pourquoi moins... Ah si, c'est ça. Oui, non, bien sûr.
Oui, oui, c'est ça, le IFI, c'est moins 1. E puissance IPI, c'est moins 1. Oui, très bien. Et là, alors en fait, c'est symétrique. Donc, le transposé ou pas transposé, c'est pareil. Mais enfin bref, du coup, moins IFI 0, E puissance moins IFI 0. Très bien. Donc voilà l'opérateur adjoint. Alors oui, c'est L2 phi 0, évidemment. Bon. Et on nous demande, c'était la question 9, et c'est toujours la question 9, on nous demande de calculer L croix fois L. Je vais mettre là. L croix L, avec le même phi 0 bien sûr. Ben, il suffit de faire le produit de ces deux matrices. Ça fait, alors, ça fait une matrice de 2. Première ligne, première colonne. Je prends la première ligne sur la deuxième colonne. Alors attention, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1,5. Et j'ai ça fois ça fois ça fait 1, plus ça fois ça, c'est-à-dire 1. J'ai donc 2 sur 2, donc 1. Première ligne, deuxième colonne, toujours 1,5. Ça fois ça fait moins E puissance moins I phi 0, moins 2 plus 1. Et puis moins E puissance moins I phi 0. Ah, 0. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, ça fois ça. Donc ça fois ça fait E puissance plus I phi 0, moins E puissance plus I phi 0. Ah, 0. Et puis, ici, deuxième ligne, deuxième colonne, 1 demi de ça fois ça qui fait 1, plus moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire plus 1. Donc 2 sur 2, 1. Magie! Et donc ça, c'est l'identité de notre espace à dimension 2. Alors c'est très très beau ça. Hein, et parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur L est un opérateur unitaire. Et c'est normal en fait, puisque notre opérateur L, c'est un opérateur d'évolution de l'état du photon. Le photon, avant la lame, il est dans un certain état. Après la lame, il est dans un autre état. Et tout opérateur d'évolution est un opérateur unitaire, il ne peut pas être autre chose qu'un opérateur unitaire, et donc on savait dès le départ qu'on allait trouver L croix fois L qui est l'identité. Alors, peut-être certains d'entre vous se disent « Ah, mais ça, c'est pas un opérateur auto-adjoint. » Ben oui, c'est pas une grandeur physique. L'opérateur qui fait passer de l'état avant la lame à l'état après la lame, il n'y a aucune raison qu'il représente aussi une grandeur physique. Donc ce n'est pas effectivement un opérateur auto-adjoint, pas du tout, hein, ça se voit ici. Néanmoins, bien sûr, c'est un opérateur unitaire, c'est-à-dire que L croix égale L croix L égale 1, parce que c'est bien quelque chose qui agit sur le photon pour transformer un état en un autre état. Physiquement, ça fait vraiment quelque chose, et rien, aucune transformation physique ne peut être autre chose que unitaire. Sauf quand on fait une mesure et qu'on tombe sur le problème de l'interprétation de Copenhague ou pas, mais c'est une autre question, comme vous savez. Donc, un opérateur d'évolution, c'est toujours unitaire. Alors, voyons, probablement qu'ils nous font commenter là-dessus. Qu'est-ce qu'ils disent Ah non, même pas. Ça, c'est vraiment dommage. Il n'y a même pas une question demandant... je m'en veux de ne pas avoir posé cette question. Enfin bref, donc voilà. Alors, soit dit en passant, si on n'avait pas trouvé un, c'est une bonne façon de voir que ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Ça ne peut pas être autre chose qu'une évolution unitaire. Il n'y a que des évolutions unitaires. Alors, donc, dixièmement, je peux effacer ces matrices, en fait. Elles sont données dans l'énoncé. Si on a besoin, on les retrouvera facilement. Montrer, soit en utilisant le résultat de la question précédente, soit par un calcul direct, que si le ket psi représentant l'état d'un photon avant la lame réfléchissante est de norme égale à 1, alors le ket psi' égale L psi est encore de norme égale à 1. Donc ça, comme vous savez, c'est justement la propriété caractéristique d'un opérateur unitaire, c'est qu'il ne change pas la norme des vecteurs. Et alors on peut le voir soit de façon directe, c'est-à-dire en multipliant les composantes, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment pas la meilleure façon de faire. Hein. Donc E puissance 2 I phi 0, E puissance I phi 0, E puissance I phi 0 et moins 1. Donc vous appliquez ça à alpha bêta, ça va vous donner donc un état quelconque, ça va vous donner un certain truc.
et vous faites module de ça au carré plus module de ça au carré, blou, 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 et vous allez trouver que c'est égal à module de ça au carré plus module de ça au carré. Bien, ça se fait, c'est pas très compliqué, c'est matrice de 2, mais néanmoins, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que de manière complètement générale, on va retrouver qu'un opérateur unitaire conserve la norme. Il suffit de regarder psi prime, donc la norme au carré de psi prime, eh bien, c'est le bras associé à ce quête. C'est-à-dire le bras associé à ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le, hein, vous savez, A, B croix, c'est B croix, A croix, d'accord? Toujours. Donc le bras associé à ça, c'est le bras associé à psi fois l'adjoint de L. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis fois psi prime, c'est-à-dire lui. Donc fois ça. Et vous voyez comme c'est magique, puisque ça, c'est l'identité, puisque on a un opérateur unitaire, et donc ce sera vrai pour tous les opérateurs unitaires. Eh bien ça, c'est donc égal à psi. Psi, la norme de psi au carré. Donc là, si psi est normé, psi prime est normé. Mais si psi n'est pas normé et une norme qui vaut je ne sais pas quoi, la norme de psi prime vaut le même je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça conserve la norme. Donc vous voyez, c'est complètement général, quelle que soit la dimension de l'espace, donc c'est pas la peine d'aller s'embêter à calculer des composantes, on est d'accord, c'est complètement évident, vous avez un opérateur unitaire, à coup sûr, il conserve la norme de n'importe quel vecteur d'état dont vous partez. Bien, ça fait pas de mal de le rappeler. Alors, on renverse à présent la lame de façon à placer la lame semi-réfléchissante au-dessus, comme sur la figure 2. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors donc on fait pareil, mais dans l'autre sens. Donc, je vais faire le dessin, on n'aura plus beaucoup de place pour écrire, on verra ce qu'on vire après. Donc, mon schéma. Donc voilà, on met la lame, enfin on met la partie réfléchissante au-dessus, maintenant. Et donc on a toujours un faisceau incident, un faisceau réfléchi ici du coup, un faisceau transmis. Pareil, si on arrive par en dessous, on vient se réfléchir sur la partie réfléchissante avec une partie transmise, une partie réfléchie. Très bien. On note L', l'opérateur réalisant la transformation de l'état du photon entre avant et après. Hein, donc ce n'est pas la même situation, la lame a été retournée, donc il ne se passe pas la même chose. Et on nous demande de donner la représentation matricielle L' de phi 0 pour cette situation-là, pour cette lame-là. Pas plus celle-là, mais celle-là. Alors très simplement, on va connaître la représentation matricielle de L' en regardant comment ça agit sur plus et en regardant comment ça agit sur l'état moins, hein, puisqu'on va savoir les traiter. Alors sur l'état plus, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a ici une réflexion, mais du côté de l'air sur le milieu N, hein, donc sur un milieu plus réfringent. Donc là, on va se prendre un plus pi là, à la réflexion. Par contre, il n'y a aucune traversée de la lame. Donc on a juste, prendre un plus pi, c'est faire moins plus, mais alors attention, c'est qu'une fois sur deux que ça se produit, ça. Donc, moins 1, voilà. Et puis, donc, l'état qui vient de plus se retrouve vers le plus une fois sur deux avec un déphasage de pi. Et puis, de temps en temps, il est transmis, enfin, de temps en temps, exactement une fois sur deux, donc plus 1 sur racine de 2 fois, alors par contre, là, il prend le déphasage de puissance i phi 0 moins. Il se retrouve en bas avec cette composante-là, et puis donc appliqué à moins, et bien pareil, si ça vient d'en dessous, alors ça va être transmis, donc ça va se retrouver en plus une fois sur deux avec un déphasage de puissance i phi 0, et puis ça va se retrouver en moins, également une fois sur deux, avec un déphasage de 2 i phi 0, ça a traversé une fois, deux fois, et pas de déphasage à la réflexion ici, d'un milieu plus réfringent de n à un milieu moins réfringent d'indice 1. Donc voilà l'action de L' sur les états de base, et donc voilà, on connaît l'action sur tous les états, donc on peut représenter sous forme matricielle L' dans la base plus moins, ça nous donne donc, alors je vais mettre aussi 1 sur racine de 2 en facteur,
Et donc, ça va me donner moins 1 ici, et E puissance I phi 0 là, et puis E puissance I phi 0 là, et E puissance 2I phi 0 ici. Voilà. Donc, on pourrait calculer aussi L' croix, l'adjoint, et puis faire L' croix fois L', et on va évidemment trouver l'identité, parce que c'est une évolution possible pour le photon, donc c'est unitaire. Bon, de toute façon, on reconnaît que la matrice, elle ressemble beaucoup à l'autre, hein, sans grande surprise. Ok, alors on s'intéresse à présent, alors ça y est, on rentre dans l'interféromètre de Mach-Zehnder. Je regarde un peu l'heure qu'il est. Oups. Je vais essayer de corriger très vite cette partie. Alors, on s'intéresse à présent à l'interféromètre de Mach-Zehnder, schématisé sur la figure 3. Bon, alors, il y a une grande figure. Ouais. Je vais essayer de la faire un peu en petit. J'ai vraiment un tableau minuscule, là. Donc, on a un faisceau parallèle là, de lumière qui arrive, et on le fait passer à travers deux sources. Une source S+, située dans le demi-espace plus, là, en fait, voilà notre ligne Z égale 0. Alors, on met une lentille convergente derrière, de façon à ce que le faisceau parallèle vienne converger, hein, d'accord, un faisceau parallèle vient converger au foyer d'une lentille convergente. Donc, on va avoir en fait un faisceau qui vient là, comme ça, si vous voulez. Et, hein, si on prend les rayons issus de S-, enfin bon, bref, voilà. Et justement, on va mettre ici une de nos lames semi-réfléchissantes. Alors, celle qui a la première, là, celle qui avait la zone réfléchissante en bas. Donc ça, c'est la lame 1. Et puis, alors, donc il y a une partie du faisceau qui est transmis, une partie qui est réfléchie, pour chaque partie ici. Et puis, on vient ici faire réfléchir le faisceau là, qui émerge de cette lame réfléchissante, donc soit par transmission directe en venant du bas, soit par réflexion si on venait du haut. On le fait réfléchir sur un miroir, donc un simple miroir, là, un bout de métal, d'accord. Et puis en dessous aussi, on met un miroir, alors M-, le miroir du côté moins, du côté en bas, et puis on vient ici sur à nouveau, donc voilà, réfléchis ici, et donc les deux viennent ici se semi-réfléchir, si je peux dire, sur une deuxième lame semi-réfléchissante, mais posée dans le côté, enfin voilà, mise à l'envers comme ça, L2, L2, donc c'est celle qui correspondait à notre L' de tout à l'heure, hein, partie réfléchissante en haut, très bien. Et puis, pareil, donc il y a une partie du faisceau qui continue, qui est alimentée à la fois par ceux qui venaient d'en bas et qui sont juste transmis, et ceux qui venaient d'en haut et qui sont réfléchis, et par, c'est tout, et puis la partie du bas qui est alimentée à la fois par ceux qui sont juste transmis, qui venaient du haut, ou ceux qui venaient d'en bas et qui sont réfléchis. Et puis là, finalement, on met des détecteurs, D+, le détecteur qui va détecter des photons en haut, donc avec la grandeur physique A qu'on a fabriquée plus 1, et puis ici un détecteur D-, si lui détecte un photon, alors le photon est dans l'état moins, enfin dans l'état qu'on a appelé moins, correspondant à la valeur propre moins 1 de la grandeur A. Donc voilà l'interféromètre de Mach-Zehnder, très simple, je m'en vais partout, voilà, ok, deux lames semi-réfléchissantes, deux miroirs tout bêtes, et il se passe ce qui se passe. Alors, on choisit des lames semi-réfléchissantes pour lesquelles le déphasage causé par une traversée de la lame, comme on a vu avant, est phi0 égale pi sur 2. D'accord ? Donc simplement en choisissant l'épaisseur de la lame, on modifie la longueur de verre traversée, donc on modifie le déphasage. Donc on fait en sorte que le déphasage soit égal à pi sur 2 pour la longueur d'onde considérée. Bien, à un multiple de 2 pi près. Bon, ok. Alors, puisque évidemment, si on fait un tour complet, ça ne change rien. Alors, donner les représentations matricielles dans la base plus et moins des opérateurs correspondants L1
de phi 0, et L2, alors, pardon, L1, c'est donc L de phi 0, c'est le L de tout à l'heure, mais avec le phi 0, pardon, L de pi sur 2, de phi 0 égale pi sur 2. Alors, je me reporte, parce qu'on n'a plus là, je reporte à la formule qu'on nous donnait. Donc, c'était 1 sur racine de 2. Alors, E puissance, c'était E puissance 2i phi 0. Et 2 phi 0, c'est pi. Donc, là, c'est E puissance i pi. Donc, c'est moins 1. E puissance i, il ne faut pas que je me trompe là, hein, mais donc c'est bien ça. 2 phi 0, donc 2 fois pi sur 2, c'est pi. E puissance i pi, c'est bien moins 1, très bien. Ensuite, là c'est E puissance i phi 0, donc E puissance i phi 0, c'est i. Hein, E puissance i pi sur 2, c'est i. Ici, pareil, et ici, donc on avait dit moins 1. Donc voilà la matrice L1. Donc c'est comment, voilà comment modifier, enfin comment cette lame réfléchissante modifie l'état d'un photon. Et puis L2, alors ça c'est le L' de pi sur 2, le L' parce qu'on a mis la lame dans l'autre sens, et donc pareil, ça va nous donner, en fait la même matrice, hein, puisque c'était ça, c'est là encore, donc moins 1 ici, E puissance i pi sur 2, i, et puis E puissance 2i pi, donc moins 1, voilà. Donc il se trouve que c'est la même, bon, bah très bien, qu'à cela ne tienne. Ok, why not? Ok. Sachant que la réflexion sur les miroirs entraîne un changement de phase de pi. Ouais, alors là aussi, on a un changement de phase de pi. Alors pour ceux qui aiment un peu les curiosités mathématiques, hein, vous savez que algébriquement, on peut traiter, quand on fait de l'optique, même de l'optique géométrique, en fait, on peut traiter, enfin bon, l'optique ondulatoire si on considère la phase, mais on peut, même en optique géométrique, on peut considérer la réflexion sur un miroir avec les mêmes lois de la réflexion et de la réfraction standard, n1 sinus i1 égale n2 sinus i2, etc. Comme si, en fait, quand on se réfléchit sur un miroir, comme si derrière le miroir, il y avait un milieu d'indice moins n si on vient d'un milieu n. Hein. Donc, en fait, du coup, la réflexion, c'est bien d'un milieu plus réfringent sur un milieu moins réfringent. Et donc, on se prend le facteur pi en question. Bon, c'est une petite curiosité si vous le voulez. En tout cas, c'est bien ça qui se passe. Ça, c'est très facile à montrer enfin, avec les équations de Maxwell, quand on écrit la réflexion sur un miroir, sur un conducteur métallique, enfin un conducteur en général, on a effectivement un changement de phase de pi. Bon, bah, très bien, ça nous est rappelé, donc il n'y a pas de souci. Alors, sachant, exprimer l'opérateur M correspondant à la transformation de l'état du photon au passage de la région 2 à... Oui, donc la région, donc en fait, donc la région 2, ouais, okay. Là, il y a la région 1, jusqu'à la réflexion à la région 2, puis là, il y a la région 3, jusqu'au passage dans la deuxième lame, et là, il y a la région 4. Donc, on nous demande d'écrire la matrice qu'on appelle M, comme miroir, enfin, l'opérateur M comme miroir, qui décrit comment on passe en fait de l'état du photon quand on passe de l'état 2 à l'état 3, c'est-à-dire au moment de la réflexion. Donc que se passe-t-il? Au moment de la réflexion, eh bien, si on est, si vous voulez, M appliqué à plus, eh bien, ça donne M appliqué à plus reste plus. D'accord? Parce qu'on est en haut, mais on est toujours en haut après la réflexion. Enfin, si on est dans un état où c'est sûr, on est là, eh bien, juste après, on est là, c'est sûr. Mais par contre, on s'est pris un déphasage de pi. Donc, on est toujours suivant plus. On n'est pas passé à moins. Il n'y a aucune composante à moins. Il n'y a aucune chance, si le photon est sûr d'être là avant la réflexion, il n'y a aucune chance qu'il soit en dessous après. Donc, il est bien juste du pur plus. Par contre, avec une phase, il s'est pris un déphasage de pi. Donc, E puissance i pi, c'est-à-dire moins lui-même. Et puis, pareil, non, pas pareil, justement, si... Ah bah oui, si, d'accord, oui, en fait, on va considérer M. Ah oui, d'accord, c'est le passage de là à là, donc qui se réfléchit. Donc,
le plus se réfléchit en haut, le moins se réfléchit en bas, qu'à cela ne tienne, mais c'est le même miroir, donc on exploite la symétrie du problème ici. Donc M appliqué à moins, eh bien c'est pareil, s'il était à moins, s'il était en bas, il reste en bas, il ne va pas se retrouver subitement en haut, ça c'est pas possible, et il se prend un déphasage de pi de moins 1. Donc en fait, voilà la matrice en question, c'est juste la matrice moins l'identité. Bon, très bien. Donc quand on passe de juste avant, enfin, quand on passe de la région 1 à la région 2, on se prend ça. Quand on passe de la région 2 à la région 3, on se prend ça. Quand on passe de la région 3 à la région 4, on se prend ça. Et puis après, on est détecté ou pas, on va voir. Très bien, on a notre matrice. Donc si on connaît l'état du photon, là, ici, eh bien, on applique une fois cette matrice-là, puis celle-là, et on aura l'état du photon là. Donc vous voyez, c'est très simple en fait. Alors, dans les zones situées en dehors des lames et des miroirs, donc dans toutes ces zones-là, l'évolution de l'état du photon correspond à une simple modification de la phase globale de l'état, c'est-à-dire une multiplication par E puissance I-phi fois l'identité. Oui, alors ça c'est quelque chose, parce que bon, je voulais être un peu rigoureux, évidemment, l'état du photon évolue aussi quand il passe de là à là. Il évolue parce que tout simplement, sa phase évolue puisqu'il parcourt du chemin, et donc le temps passe, sa phase évolue, hein, c'est une onde, si on la représente comme une onde sinusoïdale, au fil de son mouvement, la phase évolue, mais la longueur du chemin là et là est la même, 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 et donc finalement, globalement, quel que soit l'état propre considéré, si on considère l'état propre moins, c'est-à-dire vraiment le photon est là et suit les trajectoires qu'il faut, ou le photon est là et suit les trajectoires qu'il faut, quoi qu'il se passe, arrivé là, il y aura eu le même déphasage pour tout le monde. Et donc, il y a juste, globalement, à l'état du photon, il va y avoir un déphasage global, E puissance I-phi, qui s'applique aussi bien pour plus et pour moins. Alors, si les chemins n'étaient pas les mêmes, il y aurait un certain déphasage du côté plus et un certain déphasage du côté moins, par exemple. Ou alors des mix, ça pourrait être compliqué. Mais justement, le problème est complètement symétrique. Donc, tout ce qui se passe en dehors de la lame et des miroirs compte pour du beurre en quelque sorte, c'est-à-dire déphase tout de la même façon, et donc une phase globale, comme vous savez, ça ne change pas physiquement l'état du système, c'est-à-dire ça ne change pas les résultats des mesures qu'on peut faire. Donc si on doit le mesurer en D+, si vous changez la phase globale, vous le mesurez toujours en D+, et avec les mêmes proportions si vous avez un mélange entre D+, et D-. Donc voilà, c'était juste pour dire que justifier qu'on ait qu'en dehors de ces éléments singuliers, miroirs, enfin les deux miroirs et les lames, on a juste une phase globale. Bon, très bien, c'est le cas. Alors, justifier que l'on puisse omettre ce type de modification si l'on ne s'intéresse in fine qu'aux probabilités de détecter le photon en D+, et en D-. On ne tiendra donc pas compte de ces modifications par la suite. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Donc si on s'intéresse juste à la probabilité de détecter là, la probabilité de détecter là, donc on va avoir ici un photon qui va être dans l'état alpha au niveau du détecteur plus bêta au niveau du détecteur moins. La probabilité de le détecter là, ça va être module de alpha d carré. La probabilité de le détecter là, ça va être module de bêta d carré. Et si maintenant l'état, en fait, c'est pas celui-là, c'est E puissance I-phi fois celui-là, eh ben, ça ne change rien parce que ça va ajouter un truc de module 1, enfin un facteur de module 1. Donc voilà, effectivement, si on ne s'intéresse qu'aux probabilités de détecter le photon, ce qui est le cas, on peut oublier ce déphasage global. Bien. Alors, on règle... Ah, pardon. Oui, déterminer l'opération d'évolution du système photon. Je regarde l'heure. Ouf. Déterminer l'opérateur d'évolution du système photon U, faisant passer de son état dans la région 1, donc ici, à son état dans la région 4, après l'interféromètre. Alors allons-y. Donc on va oublier les déphasages globaux, le puissance I-phi de l'identité, et donc sinon c'est ce que je disais, l'opérateur d'évolution, eh bien c'est simplement
Alors, d'abord lui, puis lui, d'abord lui, puis lui, puis lui. Donc évidemment, c'est dans l'autre sens. Vous allez l'appliquer à votre vecteur. Vous allez d'abord appliquer L1, puis appliquer M, puis appliquer L2. Et donc, l'opérateur global qui décrit l'évolution de l'état du système entre avant l'interféromètre et après l'interféromètre, à une phase globale près, c'est ce produit de matrice. Alors, il y a juste à le faire. M fois L1, donc c'est moins l'identité fois ça, ça va donc juste être moins tout ça. Donc j'ai 1 sur racine de 2, je copie L2 d'abord, moins 1, I, moins 1, fois ça, donc, alors je vais mettre le 1 sur racine de 2 aussi, en facteur, donc ça fait 1,5, fois, donc, on a dit l'opposé de ça, alors, si j'applique moins l'identité à ça, d'accord, vous pouvez le faire pas à pas, mais ça change juste les signes partout. Moins I 1, voilà. Et donc ça fait... alors, ça fait... en fait, comme ça, en fait, ça c'est juste moins celle-là, et comme celle-là, on sait déjà qu'elle est unitaire, ça va juste faire moins l'identité, hein, parce qu'on l'a vu avant. Bon, on peut le revérifier. Donc si je fais ça fois ça, donc ça fait moins 1 I fois moins I, c'est donc I fois moins I, c'est 1. Ah bon? Ah donc ce que j'ai dit est faux avant? Bon, je sais pas. Écoutez, on va le faire, donc c'est pour ça qu'il faut des fois, il ne faut pas chercher. Donc, moins 1 plus 1, ça fait 0, ok. Ensuite, donc plus I, donc ça fait 2I, mais il y a un 1,5, donc ça fait I. Bien. Ensuite, I plus I, ça fait 2I divisé par 2, ça fait I. Et puis là, donc I fois moins I, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc voilà la matrice qu'on obtient. Voilà la matrice qu'on obtient. Ok, elle est unitaire cette matrice? Si je fais ça fois elle-même? Ah non, ça fois son adjointe, ça me fait effectivement I fois moins I1. Oui, ça marche, oui, bien sûr, oui. Donc ça, c'est unitaire. Ok, bon, autant pour moi, j'ai cru voir un truc là qui n'y était pas. Bon, très bien. Alors, voilà l'opérateur qu'on obtient correspondant à tout ça. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ça échange un photon. Si je pars de l'état où le photon il est clairement là, eh bien, il arrive, ça l'échange. Alors, ça lui met une phase globale de pi sur 2, enfin, plus la phase aussi globale. Ça lui met I fois celui-là, et puis si je pars d'ici, ça fait I fois celui-là. Bon, très bien. Voilà ce qu'on trouve. 16. Je n'ai pas noté tous les numéros, on en est à la question 16. On règle les diaphragmes S+, là il y a des petits diaphragmes ici, S+, et S- du côté de la source, de façon à envoyer dans l'interféromètre des photons se trouvant tous dans le même état, psi égale alpha plus bêta moins. Donc ça, c'est un des états possibles. Enfin, tous les états s'écrivent comme ça. Donc, on choisit un certain alpha et un certain bêta, et en réglant ici combien passe en haut et en bas, on peut se débrouiller. Enfin, c'est ce qu'on nous affirme, et on est tout à fait prêt à le croire. On peut choisir l'état de départ. Donc, on part d'un état comme ça. Très bien. C'est-à-dire vous envoyez des photons un par un, toujours, et donc dans cet état-là, en fonction de ce que vous avez fait là-haut, on peut aussi rajouter des déphasages là. Enfin, bon, il y a façon de faire, hein, parce que ces nombres-là peuvent être complexes, hein, bien sûr. Mais donc il suffit de les déphaser l'un par rapport à l'autre, en rajoutant une petite lame, par exemple, de verre qui fait ce déphasage dont on a parlé. Donc, bref, on peut faire ça, et donc on le fait, très bien. Déterminer l'état de ces photons à la sortie de l'interféromètre, dans la région 4, eh bien, on va se retrouver avec psi prime, qui va être U fois psi, alors plus la phase globale dont on a dit qu'on a négligé, et donc ça fait, alors c'est cette matrice appliquée à alpha bêta, hein, tout simplement. Et donc ça fait I bêta, I alpha, donc ça fait I bêta 0, si je l'écris en termes des quêtes ici,
I alpha 0, pas 0, plus moins I alpha moins, plus I alpha moins. Je suis toujours quand même un petit peu surpris par ce... Alors c'est là que d'être tout seul devant mon tableau me joue des tours. C'est sûr que j'ai fait une erreur stupide, mais évidemment je ne la vois pas. Mais c'est peut-être juste en plus, hein, c'est juste que je préfère vérifier un petit peu avant quand même. Donc là les deux matrices étaient la même, est-ce que c'est vrai ça? Ouais, ça a l'air pourtant. Hein. On a dit phi 0 égale pi sur 2, donc E puissance I pi c'est moins 1. I moins 1, ouais, et puis l'autre, du coup, c'est pareil. Bon, bah écoutez, oui, ça c'est pareil, et ça, le miroir, ça fait bien moins 1, ouais. Ça fois ça, ça fait bien, oui, c'est moins l'identité, donc c'est juste moins celle-là, donc c'est bien ça. Et ça fois ça, ça fait bien moins 1 plus 1. Ouais, bah oui, bon, écoutez, pourquoi pas, en tout cas, bon, oui, pourquoi pas. Allez, alors 17, en déduire les probabilités de détection des photons au niveau des détecteurs des plus et des moins. Alors ça, c'est ce qu'on a dit avant. Oh, je vais quand même le mettre ici, la matrice L, 1 sur racine de 2, moins 1, I moins 1, juste au cas où, avant d'effacer tout. Et U, c'est 0, I, enfin, donc c'est I fois la... C'est I fois la première matrice de Pauli, quoi. Bon, bah, très bien. Ok, donc si on arrive... Donc on part de cet état-là, on arrive donc à celui-là. Quelle est la probabilité de détecter dans D+? Eh bien, c'est module de bêta carré. Donc ça, c'est la proba de détecter le photon en haut. Proba de détecter le photon en bas, module de alpha carré, module de ce coefficient-là. Bon, voilà, rien d'autre à dire. C'était la question 18. Question 19. Non, c'était la question 17. Ah, et on nous demande du coup la valeur moyenne de l'altitude, enfin la valeur moyenne des résultats de la grandeur altitude si on le mesure. Donc dans cet état-là, bah, c'est... si on mesure plus, la valeur de A, c'est plus 1. Si on mesure moins, c'est moins 1. Donc, en fait, la valeur moyenne, c'est bêta 2 moins alpha 2. Module de bêta 2 moins module de alpha 2. Donc, ça, c'était la question 18. 17. Question 18. Que deviennent ces résultats si seul le diaphragme S+ est ouvert? Alors, si le diaphragme S+ est ouvert, évidemment, ça veut dire qu'on part, en fait, de l'état plus, tout simplement. Il n'y avait pas de composante moins. Et donc, si on part de l'état plus, ça veut dire que bêta égale 0. Et donc, bah, si bêta égale 0, on voit que bah, c'est ce qu'on a dit avant, P moins égale 1. Hein, et évidemment, la moyenne de A égale moins 1. Hein, on est sûr de trouver là. Voilà. Donc, si on part, l'interféromètre est fait de telle façon que si on fait partir les photons que d'ici, eh bien, en fait, voyons un petit peu ce qui se passe. Donc, il n'y a pas ce faisceau-là, si on part d'en haut. Donc là, le faisceau se sépare en deux. Très bien. Alors, chaque photon se sépare en deux, c'est ça qui est intéressant. Enfin, la fonction d'onde de chaque photon se sépare en deux, se réfléchit là, et vient interférer ici, en fait. Il y a les deux chemins qui viennent interférer là, mais comme il y en a un qui s'est pris un déphasage de pi, alors, regardez ce qui se passe. C'est très joli. Je vais prendre du vert. Donc, je remettrai après ce faisceau. Enfin, peu importe. Voilà. Donc, on arrive d'ici. On se sépare en deux. Lui, il est déphasé de 2i phi 0. Il s'est pris 2 fois i phi 0, et puis là, il a rebondi, mais ça lui a rien coûté. D'accord? S'il rebondit du bon côté, si je peux dire. Donc, il n'a pas pris le facteur pi en plus. Donc, il s'est pris 2 phi 0. Je vais juste écrire le déphasage. Là, il s'est pris 2 phi 0. Lui, il s'est pris phi 0. Il a traversé une fois. Et puis, c'est tout. Là, ils se prennent tous les deux pi. Plus pi. Très bien. Donc, ces deux parties du faisceau arrivent là. Et, alors, attention, parce que lui,
quand ils interfèrent exactement ici, lui, il a toujours ses 2 phi 0 plus pi. Et lui, il s'est pris une fois phi 0, une fois pi, mais aussi pi 0 ici, phi 0, avant d'arriver là. Oui, donc les deux, alors juste avant, les deux ont 2 phi 0 plus pi, mais lui, à la traversée ici, il se reprend un pi, qui fait qu'il est en opposition de phase, et donc ça fait une interférence destructrice. Alors non, justement, tout est là. Excusez-moi. Donc, à la réflexion, il se prend un pi en plus de ce côté-là. Là, il se prend un pi en plus. Donc, pardon. Donc là, il y a juste 2 phi 0 plus pi, comme celui-là. Voilà. Et la partie qui continue est donc en phase. Les deux ont 2 phi 0 plus pi. Mais la partie qui... Merde. Ah non, justement. Ah, mais si. Ah, excusez-moi. Vous voyez, je le fais à l'envers. C'est lui... Ah, pardon, excusez-moi. Alors, je reprends. Jusque-là, c'était bon. Donc, celui qui arrive ici à 2 phi 0... Pardon, on refait. Donc, c'est quand il se réfléchit de l'air vers la lame qui se prend pi. Donc, lui, il se reprend pi. D'accord, ici. D'accord, donc la partie... Ah, il me faut une autre couleur. Celui-là, il se reprend pi en plus. Donc, il est à 2 phi 0 plus 2 pi. Là, il se prend pi. Hein. Quand on se réfléchit de l'intérieur, on ne prend pas le pi. Quand on se réfléchit de l'extérieur, on prend le pi. Donc, lui, il se reprend 2 pi. Et lui, ici, qui était à... Donc, il est arrivé là à 2 phi 0 plus pi juste avant. Phi 0 une fois là, phi 0 là et pi là. Et là, par contre, il ressort juste tranquillement. Donc, lui, il est à 2 phi 0 plus pi. Donc, ces deux-là sont en opposition de phase. Exactement en opposition de phase. Et donc, la somme des deux fait 0. Et donc là, il n'y a pas le champ électrique, le champ électrique de la lumière, c'est strictement 0. Il n'y aura jamais un photon détecté ici, parce qu'ils sont en opposition de phase. Par contre, ici, effectivement, quand il va se réfléchir là, eh bien, celui qui est transmis, il se reprend. Alors, le bleu, là, celui qui vient de là, celui qui est transmis, il est juste transmis, il se reprend à phi 0, donc il en est à 3 phi 0 plus pi, le pi d'ici, 2 phi 0 là, 1 pi là et 1 phi 0 là. Et puis celui qui vient par en dessous, je continue en vert, donc lui il s'est pris phi 0, pi, phi 0, là juste il se réfléchit de l'intérieur donc ça fait rien, et il se reprend à phi 0, donc il se retrouve avec 3 phi 0 plus pi. Et donc là, ils sont en phase. Et donc les champs s'additionnent tout le temps. Donc vous avez une interférence strictement constructive ici, une interférence strictement destructive là. Par conséquent, vous mesurerez à coup sûr les photons en bas. Donc vous voyez, ça me redonne un peu confiance dans ce qu'on a trouvé, parce qu'effectivement, ça correspond, enfin le calcul algébrique qu'on a fait, ça là, ça nous donne effectivement ce que le raisonnement en termes de déphasage direct qu'on vient de faire confirme. Donc voilà, effectivement, ça veut dire que si on part de l'état plus, on se retrouve à coup sûr du côté moins, et c'est bien ce que nous dit ça, si on part de plus, eh bien on se retrouve en moins avec un déphasage global I, bon, bah, très bien. Mais sachant, enfin, en termes des probabilités, il n'y a absolument aucun souci. Et puis, alors, bah, du coup, on peut refaire la même analyse. Si on part de moins, bah, c'est exactement l'opposé. On va se retrouver de l'autre côté, avec des interférences. Donc, si on part d'ici, on va se retrouver avec des interférences destructives ici et constructives là. Donc, à coup sûr, on va le trouver en haut. Ok, bon, c'est joli quand même. Ah, sauf que le temps passe et il va vraiment falloir que je me sauve.
C'est dommage, c'est dommage. On va essayer quand même d'avancer. Alors, quel est l'effet de... donc, on introduit... Ah oui, non, c'est là que ça va devenir intéressant. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, on essaye, on essaye. Je me donne un petit quart d'heure quand même. Alors, on introduit sur le chemin du bas, entre L1 et M-, donc entre la lame et le miroir, on introduit un corps opaque qui bloque le passage de la lumière. Pouf. Donc là, si jamais il y a une partie du faisceau qui arrive là, c'est terminé, elle ne va pas plus loin. Bon. Ainsi, un photon qui se trouverait dans l'état moins, après donc, le passage de L1, serait inévitablement absorbé par ce corps, de sorte que son vecteur d'état deviendrait formellement le vecteur nul. Ce n'est pas le vecteur 0, enfin c'est le vecteur nul. Bon. En revanche, un photon qui se trouverait dans l'état plus, donc au-dessus, ne serait pas affecté et conserverait son état. Effectivement, si vous mettez un truc qui bloque là, si le photon est là-haut, ça ne lui fait rien, donc il continue comme il se doit. Bien. Alors, 19. Question 19. Allez, je suis passé en bleu. Question 19. Quel est l'effet de ce corps opaque sur un photon qui se trouverait après la lame réfléchissante dans l'état, alors après la lame, donc ici, dans l'état alpha prime plus bêta prime moins? Eh bien, c'est très simple. La partie plus, enfin, s'il était dans l'état plus, il resterait dans l'état plus. S'il était dans l'état moins, il deviendrait le vecteur nul. Et donc, s'il est dans une combinaison de ces deux états, il se retrouve dans la combinaison de ce que donnerait chacun état individuellement. Donc, il va se retrouver dans l'état alpha prime plus et plus 0, plus le vecteur nul. Donc, il va se retrouver dans cet état-là. OK. Alors, lui, il est supposé de norme égale à 1. Donc, c'est dit dans l'énoncé, alpha prime 1 carré plus bêta prime 1 carré égale 1. Bon, très bien. On répondra... Alors, on répondra notamment aux questions suivantes. Le photon peut-il être absorbé et si oui, avec quelle probabilité? Le photon peut-il ne pas être absorbé et si oui, avec quelle probabilité? Alors c'est intéressant parce que donc on se retrouve dans cet état-là. Oui, en fait, c'était presque avant de répondre à ça. Peut-être qu'il fallait. Je pense que j'ai l'impression que c'était. Je ne me rappelle plus trop, mais j'ai l'impression que c'était un peu une indication pour répondre. Enfin bon, c'est assez évident qu'on va se retrouver là-dedans. Donc, quelle est la probabilité qu'il soit absorbé? C'est la probabilité, en fait, qu'on le mesure, parce qu'en fait, l'absorber, c'est le mesurer dans l'état moins. Hein, si on l'absorbe, du coup, on le projette dans l'état où il est absorbable. Donc, en fait, c'est comme si on le mesurait comme étant en bas, puisqu'il n'y a qu'en bas qui peut être absorbé. Hein. Donc, en fait, la probabilité qu'il soit absorbé, probabilité de absorber, eh bien, c'est module de bêta prime carré, en fait, tout simplement. Et la probabilité, puisque c'est normé, sinon il faut diviser par la norme, au carré, et la probabilité de ne pas être absorbé, non abs, eh bien c'est module de alpha prime carré. Et là, il n'y a pas de souci, on voit bien que la somme des probabilités vaut 1. Enfin, c'est pour ça qu'on avait normé le vecteur. Bon, très bien. Alors, tant que l'absorption ou la non-absorption du photon n'a pas été constatée, alors c'est là où c'est très beau, on ne peut définir un état spécifique pour le photon indépendamment de l'état du corps opaque. Ah, oui. L'état du système, alors, lorsque le photon va être absorbé ou pas absorbé, en tout cas, il y a une interaction entre le photon, qui est un système quantique, et l'absorbeur, qui est un autre système quantique. Dès lors qu'ils interagissent, il n'est plus garanti qu'on puisse considérer ces deux sous-systèmes, le photon et le corps absorbant, comme deux systèmes indépendants. Dès lors qu'ils ont interagi, il va y avoir intrication, en tout cas intrication possible, entre les deux sous-systèmes. Et donc, en fait, on va se retrouver avec un système quantique plus large qui sera constitué du photon
et je mets union l'absorbeur. Avec là, l'espace de Hilbert qu'on a réduit à un espace de dimension 2, et puis lui, il a un espace de Hilbert de ses états, qu'on va aussi réduire, si vous voulez, pour en faire un espace, soit il l'a absorbé, soit il ne l'a pas absorbé. D'accord ? Donc je peux aussi le mettre à un espace de Hilbert de dimension 2, par exemple. On va voir ce qu'on nous dit, parce que je vais noter H', parce que je vois un H' plus bas, je ne sais pas si c'est ça dont il s'agit. Alors, tant que l'absorption... On dit que le photon et le corps, opaques, sont intriqués, et seul l'état du système global, photon, union, le corps, peut être défini. L'espace des états correspondants est le produit tensoriel H croix H', évidemment, chacun a son espace des états, et donc, globalement, voilà l'état du système. Des espaces des états du photon d'une part et du corps opaque d'autre part. L'état du corps opaque correspondant à l'absorption du photon sera noté oui. Alors, donc lui, on va dire que c'est un espace effectivement des états à deux niveaux, soit il est absorbé, soit il n'est pas absorbé. Donc je prends une base de son espace des états que je note oui s'il a absorbé et non s'il n'a pas absorbé. Pourquoi pas, je le note comme je veux, c'est deux vecteurs, je l'appelle phi ou psi, ou bien oui ou non, ou 0 ou 1, c'est comme je veux. Donc je l'appelle oui ou non. Très bien. Je me suis perdu. Voilà. En ce qui concerne le photon, on admettra qu'on peut traiter en pratique la situation d'absorption, plus exactement la possibilité d'une absorption, en élargissant l'espace des états du photon par l'ajout d'une dimension supplémentaire associée à un troisième vecteur de base, en plus de plus et de moins. Alors donc maintenant, on va avoir un espace de 3 dimensions pour le photon. Soit il est dans l'état plus, soit il est dans l'état moins, soit il est dans l'état qu'on notera nul. Et nul, c'est j'ai été absorbé. Parce que c'est vrai que le truc, c'est que à partir du moment où il est absorbé, il n'y a plus le photon. Alors c'est quoi? Donc en fait, on va conserver notre système global photon plus corps union corps absorbant. Mais du coup, il faut voir qu'il y a... Enfin, on modélise tout ça en ajoutant un état possible pour le photon. C'est en fait d'être... C'est comme si c'est un troisième vecteur orthogonal, c'est-à-dire je peux distinguer plus de moins en mesurant la variable A, mais je peux aussi distinguer sans aucun doute l'état nul ici, simplement si je mets un détecteur là après l'absorbant, si je détecte ni en haut ni en bas, eh bien c'est qu'il a été absorbé par ailleurs. Donc c'est bien trois vecteurs de base qui forment une base orthogonale. Je peux l'orthonormer tant qu'à faire. Alors évidemment, ce sont trois états bien définis possibles. C'est sûr qu'il est en haut, c'est sûr qu'il est en bas, c'est sûr qu'il a été absorbé. Et puis bien sûr, toutes les combinaisons linéaires possibles de ces états sont des états possibles. On est dans un système quantique, donc ça c'est tout à fait standard. Hein. Donc simplement, vous voyez que le fait que les photons aient pu être absorbés rajoute en quelque sorte, en tout cas peut se modéliser de façon simple, en rajoutant un état système photon. Alors en vrai, si vous voulez être complètement... complet, il faudrait réaliser que le photon qui est absorbé, il s'est transformé en autre chose, et donc il faudrait ajouter un autre système extérieur qui viendrait rendre compte de cet état-là. C'est-à-dire qu'il faudrait l'intriquer avec quoi qu'ait pu devenir le photon. Hein, qu'il a généré un courant électrique dans un photomultiplicateur, ou enfin quoi que ce soit. En tout cas, il y a évidemment le fait d'être absorbé, ça modifie l'état de l'absorbeur, mais ça fait aussi quelque chose. Il y a de l'énergie qui était là, qui se retrouve ailleurs. Donc c'est juste une façon de traiter de façon parfaitement cohérente ce qui se passe si le photon est absorbé, en réalisant que c'est effectivement quelque chose qui est orthogonal à le photon est à coup sûr en haut et le photon est à coup sûr en bas. C'est des situations parfaitement distinguables, donc je considère l'espace des états en incluant l'état le photon n'est plus là, et je l'appelle nul, c'est tout, d'accord, hein, donc je peux parfaitement faire ça, c'est tout à fait légitime. Et donc voilà ce que j'obtiens. Alors, tant que... Très bien. Bien entendu, l'action d'un miroir, alors je reviens, je me suis perdu. En ce qui concerne le photon, on admettra qu'on peut le traiter, etc., comme ça, qu'on notera nul, et qui correspond à l'état du photon lorsqu'il est absorbé. Très bien.
Bien entendu, l'action d'un miroir, d'une lame semi-réfléchissante ou d'un détecteur ne saurait avoir la moindre influence sur le photon s'il se trouve dans l'état nul. Un photon absorbé ne peut plus changer d'état, il a été absorbé, c'est terminé. Il est nul, il restera nul. Hein. Donc ça veut dire que, par exemple, l'action du miroir qui, dans la base à 2 dimensions du photon, on a vu que ça s'écrivait -1, 0, 0, -1, dans la base à 2 dimensions. Maintenant, s'il y a une 3e dimension, avec comme 3e vecteur de base, donc en plus de plus et de moins l'état nul, eh bien, maintenant, évidemment, le miroir agit dans cet espace à 3 dimensions. Si le système est plus et dans l'état plus, eh bien, on a vu qu'il devenait moins plus, donc je le développe dans la base à 3 dimensions, je le développe comme ça. S'il était dans l'état moins, eh bien, il devient moins lui-même, c'est-à-dire qu'il reste moins, c'est bien un vecteur propre, mais il s'est pris la phase pi, bon, très bien, et il n'a aucune chance d'être absorbé, il n'y a pas de composante sur la partie photon est absorbé, puisque l'absorbeur est passé, enfin, vous me direz s'il était là, il n'est déjà plus là, mais... enfin, s'il a été absorbé là, mais bon, voilà. Et par contre, si le photon est absorbé, s'il est dans l'état absorbé, bah, il reste absorbé. Il a été absorbé, il a été absorbé. Donc vous voyez, quand je peux réécrire l'opérateur M qui agit sur le photon dans l'espace à 2 dimensions ici, je peux en faire un opérateur qui agit dans l'espace à 3 dimensions, donc y compris sur le photon absorbé, de façon triviale. S'il est absorbé, il est absorbé. Donc c'est pareil pour M, c'est pareil pour L2. Il suffit de rajouter une 3e composante avec l'identité, le photon absorbé reste absorbé. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui est suggéré ici. Alors, tout de suite après la sortie de la lame L1, c'est-à-dire avant que le photon n'ait eu la possibilité d'interagir avec le corps absorbant, donc ici, enfin quelque part entre là et là, donc on va dire tout de suite après la sortie de la lame, qu'y a-t-il tout de suite après la sortie de la lame? L'état du système global, photon et corps, s'écrit de la manière suivante. Donc on a alpha prime plus bêta prime moins. Donc ça c'est effectivement, ça c'est l'état ici, c'est une combinaison linéaire des deux. Bon, très bien. Croix, puisque maintenant donc croix non. Croix, c'est-à-dire produit tensoriel. Hein. Donc on a un système global, voilà l'état du photon, et voilà l'état du corps absorbeur quand on est encore là. C'est-à-dire pour l'instant, il n'a rien absorbé. Il n'a aucune chance d'absorber, donc il est dans l'état « j'ai rien absorbé ». Et donc on a bien un état séparable et non pas intriqué, c'est-à-dire qu'on a un état bien défini pour le photon, qui est ce qu'il est, quoi qu'il puisse être à la sortie de la lame, ça dépend de ce qu'il y avait avant, mais on sait le calculer, l'état du photon, qui est ce qu'il est, et l'état du corps absorbeur, qui est ce qu'il est. Donc ça, c'est l'état du photon que je peux évidemment réécrire, c'est ce qu'on nous donne dans l'énoncé, on nous rappelle cette propriété de distributivité. Donc c'est alpha prime plus pour le photon, croix, j'ai pas été absorbé, enfin, il n'a pas été absorbé, plus bêta prime, moins pour le photon, croix, mais oui, il a été absorbé. Pardon, mais non, il n'a pas encore été absorbé. Il va l'être, mais il n'a pas encore été absorbé. Donc ça, c'est avant, ici, juste à la sortie de la lame, voilà l'état du système global, photon et union corps absorbant. Ce vecteur d'état correspond-il à un état intriqué? Eh bien non, justement, voilà. Il y a un état bien défini pour l'un des sous-systèmes et un état bien défini pour l'autre. Ce n'est pas un état intriqué, par définition, c'est un état séparable. Écrire l'état du système photon-union-corps après l'interaction avec le corps opaque, lorsque le photon parvient au niveau des miroirs. Alors à la frontière entre la région 2 et la région 3. Très bien. On écrira le vecteur d'état correspondant comme un produit tensoriel faisant intervenir, par exemple, alpha prime, bêta prime, plus, moins, nul, oui, non. Tout ça, c'est pour aider un petit peu les étudiants. Alors, que se passe-t-il donc ici? Eh bien, c'est simple, on l'a vu. La composante plus, si le photon était juste vraiment plus, il ne serait pas absorbé, c'est sûr. Et s'il était vraiment moins, il serait absorbé, c'est sûr. Donc, s'il y a une combinaison linéaire des deux, eh bien, ça donne un état qui est la combinaison linéaire des deux qu'on obtiendrait. Donc, si on avait plus, on aurait ça, croix, non. Voilà ce que ça donnerait, juste avant d'arriver sur le miroir. Et si on était moins, eh bien, on se retrouverait dans l'état bêta prime. Alors, le moins, le photon ayant été absorbé se retrouverait dans l'état nul,
c'est-à-dire je ne suis plus là, cherchez ailleurs, j'ai une trace quelque part, mais je ne suis plus là, croix, et l'absorbeur dirait, bah, moi j'ai absorbé, maintenant je suis dans l'état oui. Donc voilà l'état du photon après l'absorbeur. C'est fascinant. Très bien. Voilà. Alors, l'interaction du photon avec les miroirs et ou la lame L2 n'a aucune incidence sur la partie corps opaque du système intriqué dessus. Oui, bah, bien sûr, une fois que le corps il a absorbé, quoi qu'il puisse se passer derrière, lui, de toute façon, son état à lui, l'état de l'absorbeur, il est ce qu'il est. Enfin, il est ce qu'il a été, soit il a absorbé, soit il n'a pas absorbé. Donc soit il est dans une combinaison linéaire des deux, très bien. En fait, en réalité, il est dans cet état particulier, qui est un état intriqué. Là, pour le coup, tiens, on ne nous le demande pas. Mais vous voyez que cet état est intriqué. Là, vous ne pouvez plus dire, vous avez un état pour le système, pour le photon, et un état pour l'absorbeur. Ah, non, ça, c'est un état intriqué. C'est-à-dire que de faire passer un photon, là, dans cet interféromètre, là, vous avez une intrication entre l'absorbeur et le photon. C'est magnifique. Donc en déduire l'état du système au niveau de la région 4, ici, c'est-à-dire après l'interaction avec la lame L2. Donc voilà, avant d'arriver là sur les détecteurs. Donc bah, c'est simple. Là, on est après l'absorbeur, on est dans cet état-là. Donc après, ça continue. Le miroir, il fait sur l'état plus, il fait moins l'état plus. Donc là, miroir, on se retrouve en moins alpha prime plus croix. S'il n'y a pas absorbé, il n'y a pas absorbé. Hein, ça ne change rien. Plus, alors, le miroir ne va pas changer le fait que s'il a été absorbé, il a été absorbé. Donc on se retrouve dans cet état-là. Le miroir ne change rien, ni au photon qui a été absorbé, ni à l'absorbeur qui a absorbé. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Après l'interaction avec la... donc ça c'est après le miroir, et on nous demande après l'interaction avec la lame L2. Donc alors, à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Alors la lame L2, ça fait ça, donc ça fait ça sur un vecteur. Alors il faut rajouter, si on veut en faire un truc de dimension 3, il faut, voilà, le photon nul reste nul, donc en fait ça fait ça qui s'applique, alors ça c'est la partie qui agit sur le photon, et donc vous voyez que si on part de l'état plus, c'est-à-dire 1, 0, 0, et on est dans l'état au-dessus, eh bien on se retrouve dans l'état moins, donc alors moins sur racine de 2 fois plus, donc il y avait déjà moins alpha prime, donc ça fait alpha prime sur racine de 2 plus, et ben c'est tout. Ah oui, ça c'est pour la première composante. Et la deuxième composante, c'est ça, ça fait donc i sur racine de 2 fois, donc ça va faire moins alpha prime i sur racine de 2. Hein, parce qu'on est d'accord qu'en fait, on part du vecteur moins alpha prime. Là. En fait, on part du vecteur, pour être très très précis, on part ce vecteur-là, enfin, pour le photon, ça agit sur le sous-espace de Hilbert du photon, ça ne touche pas évidemment à l'absorbeur, la lame agit sur le photon, et l'état pour le photon, c'est moins alpha prime plus 0 fois moins, plus bêta prime fois nul, mais peu importe. Mais enfin, oui, certes. Et la lame va juste laisser la partie, vous voyez, c'est l'identité. Ah, alors si j'ai mis le racine de 2 en facteur, il faut que je mette racine de 2 là. Hein. C'est l'identité sur l'état nul, d'accord? Ça ne change pas l'état nul. Bon. Donc j'ai bien moins, donc là j'ai bien alpha prime sur racine de 2 sur plus, et puis la deuxième ligne ça va me faire moins alpha prime i sur racine de 2, voilà, moins. Donc ça c'est normal, hein. Il y a une partie qui réfléchit, une partie qui transmise, hein. On arrive d'ici, donc c'est tout à fait normal. Donc ça veut faire tout ça croix non.
Ça, c'est quand il n'a pas été absorbé. Et puis la partie nulle, bah, elle reste elle-même en fait. Hein. J'ai rajouté cette ligne juste pour être un peu formel ici, mais il n'y a pas besoin. Plus bêta prime nul. On sait bien que cette partie n'est pas touchée si le photon a été absorbé. Il a été absorbé quoi qu'il arrive sur L2 et sur le miroir. Et l'état de l'absorbeur, c'est que oui, j'ai absorbé, j'ai absorbé. Donc voilà l'état du système après la lentille L2. Bon, ben c'est très bien. En déduire lorsque le système interagit finalement avec les détecteurs D+, et D-, donc finalement, on arrive au niveau des détecteurs. Donc en déduire, donc lorsqu'on arrive là et qu'on prend connaissance du résultat, les probabilités suivantes. Alors, petit a, la probabilité P0 que le photon ait été absorbé au niveau du corps opaque. Bah, quelle est la probabilité? Donc là, on fait une mesure sur le photon, en fait. Et donc, il y a deux composantes. Alors, celle-là, on pourrait la développer. En fait, c'est ça croix non moins ça croix non, peu importe. Donc, j'ai trois possibilités pour le photon. Soit, je vais l'écrire d'ailleurs. Je vais l'écrire. Donc, alpha prime sur racine de 2 plus croix pas absorbée, moins ça. Voilà l'état final. Et donc, vous voyez que si je fais une mesure sur le photon, c'est-à-dire sur le premier des corps là ici, dans le produit tensoriel, j'ai ça, ça ou ça. Et donc, je vais trouver comme résultat plus, donc dans le détecteur plus, avec la proba module de ça au carré. Je vais trouver moins avec la proba module de ça au carré. Et je vais trouver j'ai été absorbé avec la proba module de ça au carré. D'accord? C'est complètement standard. Hein. Vous avez juste un développement sur des vecteurs de base du système global. Donc la probabilité, que le photon ait été absorbé, ben, vous voyez, c'est module. Donc c'est module. Ah. C'est module de bêta prime carré. Et c'est ce qu'on savait déjà. Hein. Elle n'a pas changé, cette probabilité. Soit il était absorbé. Enfin, ici, déjà, c'était module de bêta prime carré. Ça ne changera pas, bien sûr. Mais on est content de le retrouver dans l'état final. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans la propagation des différents états. Donc, P d'avoir été absorbé, c'est bêta prime. P+, la proba de se retrouver dans le détecteur plus, eh bien, c'est module de ça au carré. Donc, en fait, c'est module de alpha prime carré sur 2. D'accord? Et petit c, la probabilité de se retrouver détecté par le détecteur moins, bah c'est module de ça au carré, c'est-à-dire module de alpha prime carré sur 2, hein, puisque le i et le moins là, sont de module 1. Et donc on retrouve bien que la somme des probabilités, c'est bien alpha prime, bêta prime carré plus alpha prime sur 2 plus alpha prime sur 2, donc c'est bien alpha prime carré plus bêta prime carré module, et ça fait bien 1. Donc on a bien, toutes nos probabilités sont là, on a ce qu'il faut. Alors c'est formidable. On arrive au bout, et là, il faudrait vraiment que je sois déjà parti depuis une demi-heure. Ces probabilités sont-elles conformes aux résultats de la question 20? C'est quoi la question 20? Oui, oui, elles sont conformes, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. La probabilité d'avoir été absorbé, elle est ce qu'elle était. Et après, que le truc soit détecté ici ou là, que le photon soit détecté ici ou là, ça ne change rien. Donc on a bien exactement les choses conformes. 25e question. On reprend le cas particulier où les photons proviennent initialement du seul diaphragme S+. Donc alors, on reprend le cas où ça vient juste de là. Donc on n'a pas mis de moins ici. C'est-à-dire qu'en fait, ce alpha prime plus bêta prime, c'était quand on a fait... ça, c'était l'état avant... Alors, avant ou après la lame L1, je ne me souviens plus. Ah non. Ah oui, alpha prime et bêta prime, c'était après la sortie de L1. Ok, donc... alors j'efface tout ça, on n'a plus besoin. Ah si, on va quand même avoir besoin du résultat final. Voilà notre état final. Je laisse juste l'état final, qui est un état donc intriqué entre le photon et l'absorbeur, et que je désintrique dès lors que je fais une mesure. Si je fais une mesure, si je détecte là, eh bien hop, maintenant je suis dans cet état-là.
Copenhague. Si je le détecte là, hop, je suis dans cet état-là, et ces états-là, individuellement, sont évidemment des états non intriqués. Il y a l'état du photon et l'état de l'absorbeur. Et puis si je le détecte ni l'un ni l'un, ben, en fait, c'est qu'il a été absorbé. Et si, je pourrais aussi regarder, regarder l'absorbeur, et je verrais que oui, il a fait un petit clic, ou je sais pas, il s'est allumé en rouge, et voilà, et il me dirait j'ai été absorbé. Donc dès lors qu'on prend connaissance du résultat du processus, le vrai résultat du processus avant qu'on en prenne connaissance, c'est ça. Voilà l'état du système global intriqué entre le photon et l'absorbeur. Mais si maintenant je regarde le résultat, est-ce que ça a été détecté là ou là, eh bien je vais me retrouver dans l'un ou l'autre, enfin je vais sélectionner d'une façon ou d'une autre l'une ou l'autre de ces composantes. Alors donc, si on part de plus, que valent alpha prime et bêta prime? Donc vous vous rappelez, après, alors L1 c'était, on l'a encore là, donc si on part de 1, donc c'était ça, si on part de 1, 0, on se retrouve dans l'état, donc moins 1 sur racine de 2 et i sur racine de 2. Voilà, donc c'est ça, hein, notre alpha prime, bêta prime, si on est parti juste d'au-dessus. Et donc, si c'est ça, alpha prime et bêta prime, donc on a en fait notre état ici, c'est donc moins 1 demi de ça, de plus, croix non. Plus i sur 2, moins croix pas absorbé. Plus i sur racine de 2, nul. Croix oui, croix absorbée. Donc voilà, si je pars que d'ici, voilà l'état du système. Et ça, rappelez l'état des photons avant l'entrée de l'interféromètre. Oui, donc c'est ce qu'on vient de faire, les coefficients alpha prime. En déduire les probabilités correspondantes. Comparer les résultats à la question 19. Mon Dieu, la question 19. Oui, d'accord. Ok, donc ce qu'on obtient, c'est cet état-là. Donc vous voyez qu'on a une probabilité d'être observé en haut, c'est 1/4. La probabilité d'être observé en bas, puisque c'est module de ça au carré, la probabilité d'être observé en bas, c'est 1/4. Et la probabilité de ne pas être observé du tout, c'est-à-dire en fait d'avoir été absorbé, c'est 1,5. Une proba de nul. C'est 1,5, donc évidemment la somme des probabilités fait 1, ça va de soi. Et donc vous voyez que... Ah oui. Alors comparé à la question 19... Ah oui, la question 19, c'est quand il n'y avait pas l'absorbeur. Et donc quand il n'y avait pas... Ah oui, c'est ça. Voilà, alors c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, si je n'ai pas l'absorbeur, et je pars juste d'en haut, ce qu'on avait vu, c'est qu'à coup sûr, on allait le détecter en bas. Jamais en haut. D'accord? Jamais. En vertu de l'interférence constructive et destructive qu'on a vue. Donc, si je n'ai pas l'absorbeur et que je pars juste d'ici, j'oublie le deuxième trou, j'envoie des photons là, un par un, pouf, 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 je vais tous les avoir là. Et maintenant, si je mets un absorbeur ici, eh bien, un coup sur deux, ils vont arriver là, un coup sur deux, ils vont arriver là. Et ça, c'est pour reconnaître que c'est quand même un peu troublant, parce que ça veut dire que d'absorber des photons là permet qu'il y en ait là, alors que sinon il n'y en avait pas. Il n'y en aurait pas eu. C'est comme ça. C'est imparable, d'accord? Et l'expérience montre que c'est bien le cas. Et alors, il y a un petit laïus après, que je n'ai pas trop le temps de développer, mais je vous encourage vraiment à regarder, parce que donc ça donnait l'idée d'utiliser... Alors, je l'ai un peu tourné différemment de ce qui est fait habituellement. On dit qu'on peut détecter comme ça des bombes qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. J'aime pas trop les bombes qui explosent, j'ai tourné les choses différemment, mais peu importe. Donc, regardez bien, donc lisez juste la fin de l'énoncé et voyez que effectivement, en mettant un absorbeur là, ouais, ça vaut le coup. J'ai vraiment pas le temps, je suis désolé, mais lisez juste, c'est un petit blabla sur la fin qui vous montre comment utiliser
ça pour produire un effet qui est absolument impossible à reproduire avec la physique classique. Donc c'est pour ça que c'est si beau ce problème. Cet interféromètre vous montre qu'il est possible de faire des choses dans la réalité, dans le monde physique, qui sont strictement impossibles dans le cas où le monde serait classique. Donc seule la physique quantique, telle qu'on la développe ici très simplement, vous permet de le faire. Donc vraiment, je vous encourage à le lire. Le point clé, c'est ça, c'est que vous pouvez, en fait, c'est ça, c'est que, vous voyez, vous pouvez, je vous dis quand même en deux mots, supposons que ça soit une boîte noire. Enfin, non, disons, supposons que, voilà, vous voulez savoir si ici, il y a un absorbeur ou non, sans que cet objet absorbe des photons. Donc l'idée, c'est que vous avez une bombe qui se déclenche si ça reçoit un photon. Mais vous ne savez pas si elle marche ou si elle ne marche pas. Alors pour savoir si elle marche, vous lui envoyez un photon, et si effectivement elle explose, elle marchait. Mais sauf que vous ne pouvez plus l'utiliser, c'est pas cool. Et par contre, si vous n'envoyez pas de photons, vous ne pouvez pas savoir si ça va pouvoir absorber les photons ou pas. Donc c'est ça l'idée. Comment savoir si ce truc-là peut absorber un photon sans lui envoyer un photon? Disons, je vais le dire mieux, comment savoir si ça peut absorber un photon sans lui faire absorber un photon? Parce qu'il est fait pour absorber un photon, mais des fois il ne marche pas. Comment savoir s'il marche en vrai et qu'il va toujours absorber les photons? Eh bien, vous voyez que ce dispositif permet de le faire, puisqu'il vous permet, si vous avez un photon qui ressort ici, qui est détecté là, vous savez que ce truc-là peut absorber les photons, bien qu'il n'en ait pas absorbé. C'est extraordinaire. Parce que s'il avait absorbé, alors vous n'alliez pas le détecter là. S'il est absorbé, il est absorbé, vous ne le détecterez pas là. Mais si vous détectez un photon là, c'est que lui, il peut absorber le photon, c'est-à-dire que vous êtes dans cet état-là et pas dans cet état où il n'y est pas. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que si là, il n'y a rien qui peut absorber un photon, vous n'en aurez jamais là. Mais si là, il y a quelque chose qui peut absorber un photon, alors un coup sur deux, il va effectivement l'absorber. Bon, ok, très bien. Mais un coup sur deux, en fait, un coup sur deux, il ne va pas l'absorber, et un coup sur quatre, il va arriver là. Donc là, vous ne saurez pas, parce que s'il n'y avait pas d'absorbeur, il arriverait là à tous les coups. Donc un coup sur quatre, vous ne savez pas. Mais la fois sur quatre, où vous allez détecter un photon là, vous serez absolument certain qu'il y avait quelque chose qui pourrait absorber un photon, et donc qui a perturbé la figure d'interférence, et qui fait que vous avez obtenu un truc là, parce que là, ça pouvait absorber un photon, mais ça ne l'a pas absorbé. Si ça l'avait absorbé, encore une fois, le photon ne serait pas là. Mais détecter un truc là garantit que, en fait, vous avez bloqué un des circuits de l'interférence, mais sans l'absorber, le photon. Vous avez juste retiré une possibilité de passer par l'état moins, et donc, voilà. Et donc vous avez une possibilité de le détecter là. Bon, il faut vraiment, vraiment que je m'arrête. Ça clôt ce TD. Eh bien, à une prochaine fois pour d'autres TD. À bientôt.